Bonjour à toutes et tous. Merci à toutes et toutes de nous rejoindre encore une fois. Je vous propose, sans plus attendre, d'enclencher sur cette présentation en vous rappelant quelques éléments très simples. Juste le titre, bien sûr, de cette matinale que vous connaissez avec les visuels des partenaires qui ont eu la gentillesse de vouloir contribuer avec nous à la richesse de cette proposition ce matin. Donc, nous allons donc parler de vie affective et sexuelle des jeunes avec cette dimension de prévenir les risques et promouvoir les pratiques positives. Je suis Delphine Soulignac, je suis référente régionale pour la thématique santé sexuelle au sein de l'IREPS Occitanie et également référente territoriale pour l'IREPS dans le département du Lot. Le soutien technique de cette matinée sera assuré par ma collègue Angèle, Nicole, qui est assistante de communication, que vous allez peut-être entreapercevoir aussi au cours de la matinée, mais qui est avec nous. Et heureusement, pour tous les aspects techniques pratiques, et c'est elle aussi qui interagira avec vous sur les questions dans le chat et qui vous mettra peut-être aussi des liens d'accès pour contribuer à aller sur de la ressource complémentaire. Pour les intervenants de cette matinée, donc nous allons par ordre d'apparition, ordre d'arrivée sur scène, nous allons avoir la chance d'écouter la présentation de Philippe Martin, donc docteur en santé publique et ingénieur de recherche au sein de l'INSERM et coordinateur du programme de recherche interventionnelle SEXPER. Nous allons ensuite pouvoir entendre le retour d'expérience, si je puis le dire comme ça, et la contribution très intéressante de mesdames Bénédicte Allard et Pascal Faget pour les actions concrètes qui sont engagées par le SIMS au niveau de l'Université de Toulouse. Et puis enfin, nous terminerons ce tour d'horizon par la parole donnée à Madame Ingrid Desplat, qui est infirmière conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Toulouse et qui pourra aussi nous indiquer toute la dimension de formation et la mise en pratique aussi de toutes ces dimensions d'appropriation de la promotion de la santé sexuelle, notamment auprès des professionnels de la communauté éducative sur l'Académie de Toulouse. Alors, sans aller beaucoup plus loin, en guise d'introduction, donc je vais simplement me permettre de vous proposer quelques éléments de contexte et puis nous en passerons donc aux parties que je viens de vous évoquer. Et puis, donc, le temps d'échange, bien sûr, qui est là pour vous permettre de discuter, non, mais d'échanger et de pouvoir répondre à vos questions par l'intermédiaire de l'écrit, comme on vous le disait. Surtout, n'hésitez pas à insérer vos questions dans le chat dans l'ordre où elles vous viennent. On se permettra du coup de les rassembler un peu par thématique et par sujet pour essayer d'y répondre au mieux. Et puis, si ce temps-là n'était pas suffisant, bien sûr, on pourra continuer à contribuer, à donner des ressources, à continuer les réponses aux questions après cette matinale-là, s'il en était besoin. Et puis, vous trouverez bien sûr toutes les ressources disponibles là aussi sur le site du DRAPS. Mais n'hésitez surtout pas en précisant encore une fois vos noms, prénoms et structures et publics accompagnés quand vous posez des questions. Alors, vous rappelez que, bien sûr, l'IREPS, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, Occitanie. Vous voyez en dessous de la partie de la colonne de gauche les missions qui sont les nôtres, à savoir contribuer aux politiques de santé publique et à l'animation des territoires, apporter cet appui méthodologique aussi aux porteurs d'action, quels qu'ils soient, associatifs, institutionnels, et autres. Proposer un appui documentaire. Alors bien sûr, sur cette thématique, on ne peut que se féliciter d'avoir toute la richesse d'outils d'intervention, de ressources documentaires sur notamment les 2 centres documentaires à Toulouse et à Carcassonne, mais bien sûr, l'ensemble de la région Occitanie peut être doté. Il suffit de se rapprocher de nous et de nos collègues documentalistes pour en connaître les modalités. Mais voilà, on sait que sur ces sujets-là, c'est très important de disposer d'outils de qualité et qui ont pu être expérimentés, sur lesquels on peut tranquillement se baser et s'appuyer pour des interventions. Bien évidemment, la formation fait aussi partie de nos missions pour renforcer et professionnaliser les interventions. Et puis enfin, concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local. Ça aussi, vous avez certainement l'occasion de croiser et de rencontrer les collègues, autant IREPS que CODEST, sur les territoires qui s'engagent sur ce type de mission. Le DRAPS, quant à lui, dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, c'est donc un dispositif partenarial porté par les REPS et piloté par l'Agence régionale de santé Occitanie, qui se veut régional et partenarial, bien sûr, avec une programmation fondée sur les besoins des acteurs. Alors là, c'est pareil, vous avez peut-être eu l'occasion de contribuer à faire remonter les besoins des territoires, vos besoins en tant qu'acteurs de terrain sur justement des événements comme aujourd'hui, des formations aussi à proposer au plus près de vos interventions de terrain. Donc, n'hésitez pas à continuer cette remontée-là et ce partage de besoins, parce que c'est vraiment ce qui nous nourrit, nous aussi, et ce qui nous anime et nous permet de proposer du coup des contenus qui sont, on l'espère, les plus adaptés possibles. Enfin, voilà, bien sûr, le DRAPS est là pour s'informer,
se former et échanger, comme on le fait ce matin, autour des actions en prévention et promotion de la santé sur l'ensemble des régions. Bien sûr aussi, la matinale de ce matin, comme les journées d'échange régional, participe à la production, à la diffusion de connaissances en éducation en promotion de la santé, la diffusion d'outils. Et puis, on met en œuvre, bien sûr, aussi ce que vous connaissez, que vous pouvez retrouver là aussi, toute la programmation sur le site du DRAPS, un programme de formation continue dont les frais pédagogiques sont pris en charge par l'ARS. Donc, c'est aussi ce qui contribue, on l'espère, à proposer au plus grand nombre des interventions de qualité avec des partenaires aussi experts qu'on peut être amené à mobiliser sur tout un tas de sujets. Voilà, donc ça, c'est pareil, je ne m'appesantis pas plus. Vous le savez, vous le connaissez, mais les objectifs de ces matinales du DRAPS, on l'a un peu dit aussi. Transférer de la connaissance, proposer de la médiation scientifique sur des données issues de la recherche en santé publique et en sciences humaines et sociales, autant sur des thématiques qui vont être transversales comme ça, à la croisée des chemins de l'éducation, de la prévention et de la promotion de la santé. Il va s'agir de soutenir et de valoriser aussi des projets de terrain innovants et prometteurs. Ça peut être l'occasion de mettre en lumière aussi certaines dynamiques qui interviennent à certains endroits et qui peuvent être pertinentes à donner à voir. Et donc en mobilisant des données probantes qui sont validées scientifiquement ou des projets de recherche interventionnelle en santé publique. On va aussi évoquer les freins et les conditions de réussite des projets, aborder les questions de transférabilité des projets et puis surtout, on essaye de favoriser les échanges parce qu'on l'a dit aussi beaucoup, mais cette occasion de matinale, c'est la proposition de faire se rencontrer des équipes de recherche et des acteurs de terrain que vous êtes et avec qui il est tout à fait pertinent de, voilà, encore une fois, croiser les réalités et voir dans quelle mesure ce qui vous est proposé peut être mis en pratique ou raisonné avec vos réalités de terrain. Une diapo bien fournie s'il en est, mais je ne vous en fais pas la lecture totale. Vous voyez un petit récapitulatif que cette matinale d'aujourd'hui, qui est donc ici le 18 septembre, vient s'inclure dans un cycle santé des jeunes qui a commencé donc en avril 2023 et qui se terminera le mois prochain en octobre sur la question de la sédentarité et de la promotion de l'activité physique. N'hésitez surtout pas à relayer les modalités d'inscription et la possibilité de participer à cette matinale-là du mois prochain. Et puis enfin aussi, vous le voyez, les compléments que sont les journées d'échange régionales, celle de 2023, positionnées le 21 novembre prochain sur la thématique de l'éco-anxiété et la promotion de la santé, avec la possibilité d'ores et déjà de s'y inscrire. Vous retrouverez tout ça de la même façon sur le site du DRAPS. Voilà, cette page un peu globale sur le DRAPS et ses propositions étant posée, simplement quelques éléments de contexte avant de rentrer plus, plus dans le concret de notre thématique de ce matin avec un simple partage, un rappel de ce qu'on met derrière la définition de la santé sexuelle, celle-ci qui vous est proposée là, et celle de l'Organisation mondiale de la santé de 2006, donc, et qui promeut, du coup, évidemment, un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social, et qui, on le voit, va aller toucher comme ça, inclure l'ensemble des dimensions de l'individu et puis qui va surtout rappeler l'absence de toute forme de coercition, de discrimination et de violence. Donc, il n'est pas que question de prévention d'infections sexuellement transmissibles ou de pratiques contraceptives. Ici, dans cette définition, on voit déjà que toutes ces dimensions physiques, mentales et sociales de la vie affective et de la sexualité sont incluses dans cette définition. On est donc dans une approche qui se veut résolument positive, comme la définition de la santé par l'OMS, et puis qui va s'appuyer sur les ressources des personnes, leur capacité à agir, et puis essayer d'encourager la multiplicité des leviers d'action possibles, qu'ils soient individuels, relationnels, organisationnels ou encore sociaux. Donc il s'agit là de participer, de s'interroger sur le bien-être de chacun, de chacune, tout au long de son parcours de vie. Là aussi, on peut voir que dans la définition et dans la mise en œuvre d'une politique nationale dédiée, comme le petit visuel là vous le remet sur la stratégie nationale de santé sexuelle, l'agenda 2017-2030, sa déclinaison au niveau régional, sont aussi autant d'occasions de témoigner de l'importance de cette thématique de santé publique au cœur des préoccupations justement de santé. Le projet régional de santé qui va arriver, mais celui qui s'est terminé aussi 2018-2022 et donc le prochain qui va avoir la validation qui devrait intervenir au mois de novembre, nous promettent aussi de continuer à soutenir cette thématique, à investir cette promotion de la santé sexuelle en Occitanie en s'appuyant autant sur les ressources et expertises régionales comme locales pour aussi essayer encore et toujours de répondre au plus près aux besoins de chacun, de chacune, et aussi au plus près des territoires. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas
conclure cette partie d'intervention en se rappelant que, bien évidemment, promouvoir la santé sexuelle, c'est aussi agir sur les déterminants de santé, puisque il est évidemment question de cet aspect-là, et puis que de fait, agir sur les déterminants de santé comporte une forte part d'accompagnement au développement des compétences psychosociales. Alors, elles sont figurées ici, je ne vous en fais pas lecture, mais bien sûr, les compétences psychosociales étant entendues souvent comme les déterminants des déterminants de santé, cette thématique est ô combien pertinente pour les avoir en tête également et se dire que, bien entendu, il sera question aussi de s'appuyer sur toutes les actions, les projets et les initiatives qui vont dans ce sens pour aussi encourager, soutenir les pratiques positives et prévenir les risques liés à la santé sexuelle des jeunes et puis tout au long de la vie. J'en termine enfin par quelques ressources qui ne sont absolument pas exhaustives, que vous pourrez retrouver notamment dans les bulletins de veille en santé sexuelle, dans les bibliographies qui sont proposées aussi, les bibliographies thématiques, dans la synthèse des interventions probantes, etc. Vous pourrez retrouver tout ça, ainsi que toutes les ressources proposées par nos intervenants et par nos partenaires experts. On se fera relais de toutes ces ressources-là. Je m'arrête là pour ma partie et je vais d'ores et déjà, bien sûr, laisser la parole à Philippe Martin pour la présentation du programme Sexpert. Et à tout à l'heure pour le relais de vos échanges. Merci beaucoup Delphine, merci pour cette invitation pour présenter le projet Sexpert. Normalement, vous voyez bien mon écran et les diapos qui vont défiler. Donc, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis Philippe Martin, je suis ingénieur de recherche en santé publique, plus précisément sur les questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Sexpert, qui est un projet de recherche qu'on mène pour développer, mettre en œuvre et évaluer une action d'éducation à la sexualité et de promotion de la santé sexuelle. Et donc ce projet Sexpert, c'est la suite de ma thèse qui a été financée ensuite pour 4 ans par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intitule Communauté interactive et participative en ligne, menée avec les pairs comme potentielle action de promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes adultes. Donc nous, on est sur les 15-24 ans dans le cadre de ce projet et plusieurs partenaires sont associés pour mettre en œuvre tout le projet de recherche-action, puisqu'on a l'INSERM, l'INED et l'Université Paris-Cité notamment qui contribuent à ce projet de recherche. Si on part de la population jeune, la population jeune, dans toute sa diversité, est marquée de nombreuses préoccupations et enjeux de vie liés à l'autonomisation, à la socialisation et également aux enjeux de santé sexuelle avec des questionnements, des intérêts, des besoins d'information. Et si on doit penser la santé sexuelle et reproductive, donc Delphine a amené de grands éléments de contextualisation. Du point de vue de la santé publique, on pourrait se dire que la santé sexuelle se cantonne uniquement aux déterminants dits à risque de la santé sexuelle que peuvent être les infections sexuellement transmissibles, les questions des violences, des grossesses non désirées ou des risques d'Internet. Mais quand on peut penser santé sexuelle, on peut la penser sous l'angle des comportements favorables de santé, notamment par l'usage des moyens de protection contre les IST, contre les grossesses non désirées, avec les notions de contraception, mais c'est aussi des comportements favorables liés au consentement et aux relations positives. Finalement, la santé sexuelle, elle englobe de manière globale les questions de vie affective, sexuelle, relationnelle et reproductive, incluant la non-discrimination, le plaisir sexuel ou encore les identités sexuelles et de genre, qui sont bien évidemment des sujets centraux dans la vie des jeunes. Ça rejoint la définition de la santé sexuelle telle qu'elle est définie par l'OMS, qui est le bien-être lié à la sexualité, tel qu'il a été rappelé. Dans les différentes initiatives, l'enjeu, c'est de promouvoir ce bien-être lié à la sexualité dans ses dimensions sociales, mentales et physiques, avec des besoins de prévention des risques, comme il a été rappelé, mais également pour cela d'éducation et de promotion de la santé de manière plus globale pour aller au-delà de la prévention des risques, mais dans la promotion d'un bien-être tout au long de la vie sur les questions de santé sexuelle. Cela rejoint finalement toutes les recommandations établies au niveau international ou national, qui est celui de faire de l'éducation à la sexualité adaptée aux différents âges et en utilisant différents leviers éducatifs pour cela.
Par exemple, les stratégies internationales et nationales proposent une approche participative, interactive pour faire de l'éducation à la sexualité. Elles le recommandent, le tout en abordant la santé sexuelle de manière holistique et positive. Ces recommandations politiques mettent en avant également le besoin d'utiliser les nouveaux outils de communication comme un levier complémentaire pour faire de l'éducation à la sexualité, complémentaire aux stratégies qui seront sur le terrain par les différents acteurs de l'éducation à la sexualité et de la promotion de la santé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, depuis plusieurs années maintenant, on a, à partir de ce rationnel, développé le projet Sexpert avec plusieurs questions et enjeux de recherche, notamment face aux différentes trajectoires des populations jeunes, face à leurs besoins d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle. La première chose, c'est de savoir quels étaient leurs besoins en matière de santé sexuelle, comprendre les différents besoins populationnels pour savoir comment développer des actions par Internet, par le numérique, par les nouveaux outils de communication qui soient attractives, faisables, acceptables pour ces personnes. Et cela amène à comprendre quelles sont les différentes conditions de mise en œuvre des actions d'éducation à la sexualité. Du point de vue de la recherche, ça nous amène à nous questionner sur comment on étudie ces actions, quelle méthodologie de recherche on utilise pour tester les actions et voir si elles sont efficaces sur différents déterminants de santé que peuvent être les connaissances, les comportements favorables, le tout pour produire des connaissances scientifiques pour les différentes parties prenantes et dans le cas de Sexpert, savoir si les communautés en ligne peuvent être des outils qui peuvent être repris dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu l'ensemble de la démarche Sexpert, à son commencement jusqu'à où on en est maintenant et ce qui se passera dans le futur. Mais Sexpert, c'est avant tout une recherche pour concevoir, mettre en œuvre, évaluer une action de promotion de la santé sur une population jeune que sont les 15-24 ans, sur une thématique qui peut être sensible, intime, qui est la thématique de la santé sexuelle et reproductive, le tout sur une action vraiment spécifique qui est celle de la communauté interactive et participative, donc qui mobilise la participation des jeunes et leur interaction sociale, d'où le terme de communauté menée avec les pairs. Sexpert, c'est donc une recherche-action en prévention, promotion de la santé qui mobilise plusieurs disciplines liées à la santé publique, les sciences humaines et sociales, et qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité d'une action de communauté participative et interactive en ligne sur les comportements favorables de santé sexuelle, mais aussi les différents déterminants associés. Et nous, tout au long de notre recherche, on a essayé de savoir quels pouvaient être les différents déterminants comportementaux pour les évaluer dans le cadre de notre recherche. C'est une recherche qui implique bien sûr plusieurs partenaires, notamment l'INSERM, l'INED, Santé publique France ou encore le CRIPS Île-de-France. Dans le cadre de ma thèse, qui a démarré en 2017 et qui s'est terminée en 2020, j'ai été amené à réaliser plusieurs travaux avec différents partenaires, notamment pour savoir un petit peu comment on allait concevoir et développer une communauté participative et interactive en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement l'ensemble de ces travaux avec un focus sur les propos que pouvaient nous dire les jeunes qu'on est allé rencontrer directement sur le terrain et qui nous ont servi à développer le projet Sexpert de manière plus globale. Premièrement, on a réalisé une revue systématique de la littérature pour comprendre quel était l'existant, quelles étaient les actions éducatives qui existaient sur le terrain, mais surtout sur Internet, pour comprendre un petit peu quelles étaient les composantes qu'on pouvait mobiliser dans le cadre des actions sur Internet. Et c'est ainsi qu'on a pu identifier finalement différentes fonctionnalités qu'offrent Internet et les nouveaux outils de communication pour interagir, participer à des activités ou encore diffuser de l'information, notamment par le biais de podcasts, de vidéos ou autres supports de communication. On a pu identifier par cette revue de la littérature aussi des méthodologies de recherche qu'on pouvait réutiliser dans le cadre de Sexpert pour savoir finalement comment on évalue concrètement les actions d'éducation à la sexualité sur Internet. On a mené une étude qualitative également auprès des professionnels pour savoir quels étaient les différents leviers, risques et limites des actions qui pouvaient être menées en ligne et qui pouvaient notamment impliquer la participation des jeunes.
Ces experts étaient de différents horizons, de terrain, institutionnel et de la recherche, et ont mis en avant différents leviers. Ils ont tous mis en avant le potentiel que pouvaient être les outils de communication pour la promotion de la santé sexuelle des jeunes, avec néanmoins certaines limites à considérer dans le cadre d'une stratégie globale de promotion de la santé. Par exemple, il fallait considérer Internet comme un outil complémentaire aux actions qui pouvaient être mises sur le terrain. Les questions aussi qui ont été évoquées par les professionnels, c'est également la diversité des préoccupations des jeunes auxquelles il fallait répondre dans une seule action d'éducation à la sexualité. Donc, un ensemble finalement de leviers et de freins qui étaient à considérer dans le cadre de ces actions. Ensuite, on est allé voir directement les jeunes et c'est un peu la suite de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, puisqu'on est allé questionner finalement les points de vue des jeunes sur leurs préoccupations générales de santé sexuelle, mais aussi sur leurs propositions concrètes en termes d'actions d'éducation qu'on pourrait mettre en place en éducation à la sexualité sur Internet et par les nouveaux outils de communication. Donc, ils nous ont fait un ensemble de propositions de contenu, de sujets, de formats à aborder dans le cadre des questions d'éducation à la vie affective et sexuelle. On a souhaité aussi regarder un petit peu les médias généraux qui pouvaient être utilisés par les jeunes, notamment les séries Netflix, puisque c'est des supports de la vie de tous les jours des jeunes. Et on s'est dit que ça serait intéressant aussi de voir dans quelle mesure l'espace culturel global aborde déjà les questions d'éducation à la sexualité. C'est pour ça qu'on a mené une étude sur les messages de promotion de la santé sexuelle qui sont contenus dans les séries Netflix. Et on a pu y découvrir que déjà dans un environnement global de la jeunesse, les jeunes sont confrontés à des contenus d'éducation à la sexualité. La question est de savoir si justement ces contenus d'éducation à la sexualité plus informels arrivent à les toucher. Et ça, c'est des suites à ce travail de recherche. Enfin, on mène également actuellement un projet de co-conception de contenu par et pour les jeunes, où on fait des focus group de jeunes pour qu'ils créent eux-mêmes des contenus d'éducation à la sexualité à destination des différentes actions d'éducation à la sexualité. C'est un projet de recherche-action dans Sexpert, un projet ancillaire, et c'est aussi des éléments que je vais pouvoir apporter aujourd'hui dans cette présentation. Donc, je vais vous relater quelques propos de jeunes aujourd'hui qui ont été questionnés dans le cadre d'une étude qualitative et qui permet de mettre en avant à la fois les contextes de santé sexuelle de ces jeunes et également leurs attentes et besoins en matière d'éducation à la sexualité. Premièrement, les jeunes nous ont exprimé, dans le cadre des focus group, mais aussi de manière individuelle, que leur période adolescente, que leur période de la jeunesse est peu simple, sans surprise bien sûr, mais qu'ils étaient marqués aussi par de nombreux enjeux de vie qui dépassaient strictement le cadre professionnel, puisqu'il s'agissait aussi d'entrer dans une nouvelle vie d'adulte avec des questions liées au personnel, aux relations sociales, et aussi avec des besoins d'aide concrète sur des éléments basiques de la vie, comme les tâches administratives ou encore l'entrée dans les différentes tâches de la vie d'adulte. De manière concernant les questions liées à la sexualité, à la santé sexuelle, ils ont exprimé avoir déjà reçu plusieurs informations scientifiques sur les questions de santé sexuelle et reproductive, avec principalement des connaissances scientifiques, mais moins d'abord d'aspects moins concrets que pourraient être les dimensions émotionnelles, alors que les dimensions émotionnelles pour ces jeunes sont primordiales à ces âges de la vie. On a questionné les jeunes sur les contenus qui pouvaient exister en matière d'éducation à la sexualité et beaucoup nous ont dit que les sites Internet tels qu'on s'exprime, tels que Fil Santé Jeune étaient des sites très complets qui abordaient toutes les dimensions liées à la santé sexuelle et de manière holistique, mais qu'ils n'en avaient pas forcément connaissance quand ils étaient adolescents ou quand ils étaient jeunes adultes. Et quand on a travaillé avec eux sur ce qu'ils pensaient des contenus existants, pour beaucoup, certains sites paraissaient trop enfantins ou peut-être incomplets quand il s'agissait de comptes sur les réseaux sociaux. Certains contenus pouvaient paraître trop alarmistes, notamment les sites spécialisés sur les informations des IST.
Et du coup, dans le cadre des discussions des focus group, beaucoup de jeunes ont amené la question du risque et de la panique morale qu'on pouvait porter autour des questions de santé sexuelle qui, finalement, amenaient un regard adulte sur la jeunesse qui n'était pas forcément complet ou en tout cas un peu déconnecté de leur réalité. Donc, ces jeunes nous ont expliqué d'ailleurs qu'il était intéressant de voir dans quelle mesure on pouvait représenter la jeunesse et sa diversité avec des jeunes très souriants sur les sites internet. Alors parfois, la jeunesse, c'est fait de moments un peu moins joyeux et qu'ils avaient l'impression d'être représentés toujours de manière trop positive parfois. Ces jeunes nous ont expliqué donc avoir reçu de manière disparate de l'éducation à la sexualité au cours de leur vie, avec les fameuses séances d'éducation à la sexualité. Certains étaient très satisfaits de ce qu'ils avaient reçu, d'autres n'en avaient pas reçu. Et ce qui, je pense, fait l'objet de discussions auprès de tous les acteurs, qui est quels sont les jeunes qui peuvent avoir les séances d'éducation à la sexualité, est-ce qu'ils y sont réceptifs et comment on peut agir en tant qu'acteur de terrain pour développer un peu plus cette éducation à la sexualité. Toujours sur les points de vue des jeunes, ces jeunes nous ont expliqué, donc les jeunes qu'on a interrogés, il faut savoir qu'il y en a une cinquantaine qu'on a recrutés sur l'ensemble du territoire français par le biais de partenaires auprès de missions locales, auprès d'acteurs de l'éducation auprès de l'éducation nationale, mais également des associations de terrain. Donc, on avait un panel de 50 jeunes assez divers et d'âges différents, donc de 15 à 24 ans. Et donc, tous les jeunes, aussi divers soient-ils, nous indiquaient utiliser Internet de manière quotidienne, leurs réseaux sociaux également. Un point qui nous a paru intéressant et qu'on a souhaité valoriser, c'est la notion de compartimentation de leurs différentes sphères sociales, puisque les jeunes étaient conscients des risques liés à Internet et autres, mais aussi des besoins d'intimité, notamment pour aller rechercher des interactions sociales ou de l'information sur des questions de sexualité. Et par exemple, les comptes identifiants tels qu'Instagram ou Facebook étaient des comptes qu'ils souhaitaient déconnecter de leurs recherches sur Internet sur les questions de sexualité. Les jeunes exprimaient également une diversité de questionnements et de parcours en matière de santé sexuelle, avec plusieurs notions abordées qui pouvaient les pressuriser dans le cadre de leur entrée dans la sexualité et de leur premier vécu lié à la vie affective et sexuelle, notamment une certaine forme d'injonction à la performance, une quête de la normalité dans les rapports, qu'ils soient amoureux ou sexuels. Une jeune nous explique de 23 ans que elle nous explique dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, on va dire, tous les potes que j'ai eus et les mecs que j'ai eus, on avait une sorte d'obligation qui était de connaître la sexualité et de savoir exactement ce qu'il faut faire avant même d'avoir pratiqué. Même si c'était la première fois, tu devais déjà tout savoir, tout faire, savoir absolument où était quoi et comment faire, etc. Et ne pas poser de questions et juste être dans cette érotisation, enfin, cette exigence de performance et surtout de compétence en fait. Comme c'est une pression, il n'y a pas de communication avec l'autre. Donc, ce que nous souligne Alia à 23 ans, c'est tous ces enjeux liés à la communication, liés à la sexualité, en rapport avec cette pressurisation que les jeunes peuvent ressentir au moment de leur entrée dans la sexualité et dans la construction de leur rapport amoureux et sexuel. Jonathan, 23 ans, en évoquant également son entrée dans la sexualité quand il était ado, lui questionne des questions plus liées à son identité sexuelle. Par rapport à mon homosexualité, quand j'étais ado, je suis allé sur des sites de rencontres sur Internet pour voir s'il y avait d'autres gens gays. Je voulais en parler avec des gens qui étaient pareils que moi, d'autres gays du coup. Et moi, c'était plutôt les sites de rencontres. Cela me permettait de discuter, boire des verres, et pas forcément, loin de là, ce n'était pas sexuel, c'était juste pouvoir échanger avec des gens qui avaient mon âge en plus. Donc, ce propos de Jonathan, il amène aussi la question de père, puisque être père, ça ne veut pas dire être jeune, où on n'est pas père uniquement sur un âge, mais sur des caractéristiques communes de vie, où finalement on va aller rechercher des semblables, pas forcément pour des questions de pratique sexuelle, mais pour se reconnaître entre soi. Et la notion de sexualité englobe ainsi l'ensemble des dimensions de la vie affective, relationnelle, bien au-delà de simplement la pratique sexuelle.
Les jeunes, une fois qu'on les avait questionnés sur leurs différents enjeux liés à la vie affective et sexuelle, nous ont amené plusieurs stratégies pour répondre à leurs questionnements de santé sexuelle. Certains allaient questionner leurs proches, leurs familles, leurs amis, mais également des professionnels. Et Internet n'était pas toujours l'outil de premier recours, sauf pour des questions immédiates, notamment sur des questions d'infection sexuellement transmissible ou de contraception. D'autres évoquent également la difficulté de formuler des questions de santé sexuelle, notamment quand on a 15 ans, quand on n'est pas forcément dans un état de conscientisation des enjeux liés à la vie affective et sexuelle, et notamment face à la gêne que cela peut produire lorsqu'il s'agit de formuler ces questions. Richie, 24 ans, nous dit par exemple « J'aurais trouvé gênant de matérialiser les questions que je me posais, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie ». Ce qui met en avant finalement une vraie barrière à la communication sur des questions et des problématiques de santé sexuelle auprès des différentes ressources qui peuvent exister dans la vraie vie, que ce soit Internet, les professionnels ou encore les proches. D'autres jeunes, quand on les questionne, eux, illustrent justement cette non-conscientisation d'éventuels besoins, puisque Elsa, 16 ans, quand on l'interroge, nous dit « Je ne me pose pas forcément de questions, je prends les choses comme elles viennent, et puis je ne me prends pas trop la tête avec ça ». Ce qui met en avant aussi le fait que les questionnements et les besoins liés à la vie affective et sexuelle sont des besoins parmi d'autres et que parfois ils ne peuvent ne pas paraître prioritaires dans la vie des jeunes à un instant T, là où les amitiés, la réussite scolaire peut par exemple être d'autres enjeux de vie qui sont aussi importants pour ces jeunes. Lorsqu'on a évoqué avec eux les questions d'action sur Internet, de potentiel des outils de communication pour répondre aux questionnements des jeunes de manière générale, et notamment lorsqu'on amène la question de la communauté participative en ligne, les jeunes nous ont fait plusieurs propositions et on a pu discuter avec eux de qu'est-ce qui les intéresserait justement face à ces besoins, face à ces questionnements, qu'est-ce qui pourrait les intéresser en matière d'éducation à la sexualité sur Internet et les nouveaux outils de communication. Premièrement, les jeunes interrogés nous ont expliqué avoir besoin de fonctionnalités faciles d'accès, attractives mais aussi ludiques, pour ne pas avoir par exemple une page de texte entier à lire pour trouver des informations ou des réponses à leurs questions. Alia nous disait « Moi, je verrais plus une application, un forum de discussion avec un système de profil qui ne soit pas relié aux réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour rester cloisonné. Je trouve ça bien une application sur laquelle on va plus facilement que sur un site Internet, où il faut ouvrir la page et taper le nom du site. » Donc, Alia amène la notion de terminal numérique pour justement accéder à l'éducation à la sexualité. Et c'est à l'heure où tout le monde a un smartphone qui permet d'accéder à différentes applications, une application d'éducation à la santé sexuelle leur paraissait intéressant et a été amenée par de nombreux jeunes dans le cadre des entretiens. Les jeunes ont exprimé aussi le besoin d'un espace sécurisé, modéré et anonyme, notamment sur les sujets portant sur leur sexualité. C'est-à-dire que les jeunes voulaient être certains que s'ils interagissaient, que si ils entraient en contact avec des professionnels ou des pairs dans une action d'éducation à la sexualité, ils avaient besoin d'être sûrs à la fois des contenus, mais également de la confidentialité de leurs échanges. D'où l'importance d'une modération, mais aussi d'un statut anonyme en tant que participant aux actions éducatives. Ils ont exprimé avoir aussi besoin d'échanger avec des professionnels spécialisés sur des questions de santé sexuelle, puisque bien qu'ils aient amené l'importance d'une interaction sociale entre jeunes, ils ne souhaitaient pas que cette action se fasse sans l'intervention d'acteurs professionnels spécialisés sur ces questions, avec le besoin bien sûr de contenu fiable et valide. Lilian, 20 ans, nous disait par exemple, un expert santé, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on aura beau chercher sur Internet ou demander à des gens qui sont plus âgés que nous, on n'aura jamais la réponse de quelqu'un qui a fait ses études là-dedans. Ça amène finalement des questions liées à la littératie en santé, puisque dans une étude qu'on a pu mener auprès des professionnels, une sociologue nous disait que les jeunes avaient tous accès à Internet, mais ils avaient différentes compétences dans la façon d'aller rechercher de l'information, dans la façon d'aller le traiter, mais aussi d'aller l'intégrer
pour adopter des comportements de santé sexuelle. Et donc, cette notion de littératie, Lilian le met en avant, mais il met également en avant aussi le besoin d'intervenants spécialisés, notamment auprès du large spectre de la santé sexuelle, où des intervenants seront spécialisés sur les dimensions émotionnelles, d'autres sur les IST, d'autres sur les violences, ou encore d'autres sur les questions de contraception. Donc les jeunes nous ont dit déjà tout ça, mais quand on les fait travailler ensuite autour des contenus de santé sexuelle, on a eu des choses intéressantes dans le cadre de notre expérience et dont on pourra discuter au cours de cette matinale, puisque nous, notre expérience de création de contenu par et pour les jeunes nous a amené à voir un petit peu quels sujets étaient importants pour eux et dans quelle mesure on pouvait impliquer et mobiliser les jeunes pour participer à leur propre éducation. Ce qui était intéressant, c'est que dans le cadre des focus group qu'on menait, ce qui était important pour eux, c'était aussi un climat de confiance pour pouvoir se livrer. Et c'est pour ça qu'on faisait des séances répétées pour créer ces contenus, puisque plusieurs jeunes, par exemple, au départ des entretiens, voulaient aller sur des sujets très centrés sur les IST, la contraception, alors que juste avant, ils exprimaient avoir des besoins d'aborder des contenus sur des questions émotionnelles, sur des questions relationnelles, mais pour autant, ils ne se sentaient pas capables eux-mêmes d'aborder ces contenus. Et une fois le climat de confiance amené, une fois l'interaction entre jeunes possible et la présence de nous intervenants, on a pu aborder différents sujets éducatifs liés à la santé sexuelle. Et c'était intéressant de voir que c'était des contenus qui tournaient autour de la déconstruction des normes de genre, de la question de plaisir et également des questions liées à la communication. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples qu'on a pu ressortir des propos de jeunes et des propositions concrètes de jeunes, notamment « Tu es un garçon, les règles, ça te concerne aussi »,« Je suis vierge, et alors ?»« La grossesse, et après ?» Chacun est libre de choisir sa contraception, pour questionner aussi autour de la diversité d'accès aux moyens contraceptifs. Le plaisir, c'est être libre. J'ai eu mal et j'en parle. Le plaisir personnel avec les autres, ça s'apprend et ça dépend. Le consentement, c'est communiquer. Donc un ensemble de sujets de santé sexuelle, de vie affective, relationnelle et sexuelle qui amènent à questionner, nous, nos pratiques de communication et d'intervention en éducation à la sexualité et qui montrent que les besoins qui peuvent être exprimés à un instant T peuvent être au-delà de la simple connaissance scientifique. Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous, ce qu'on a réalisé dans le cadre de l'étude qualitative, c'est tout un travail autour de l'analyse des propositions concrètes des jeunes. Donc, le but, ce n'est pas que je reprenne une à une les 32 propositions concrètes, mais que je vous partage un petit peu les différents grands domaines qui ont été amenés par les jeunes pour des actions d'éducation à la sexualité sur le numérique. Dans un premier temps, les jeunes ont fait plusieurs propositions pour créer des contenus éducatifs, et ça peut s'appliquer de manière générale aux actions d'éducation à la sexualité. Mais pour eux, ils apportaient une importance toute particulière aux personnes qui allaient créer les contenus, avec le besoin d'informations valides, crédibles, et que ces informations soient bien classées, avec des contenus qui soient de santé sexuelle, de manière très globale, mais aussi des contenus plus généraux liés à la vie générale, pour justement connecter les contenus liés à la sexualité, à la vie affective, à d'autres enjeux de vie qui pourraient être reliés, notamment les questions de santé mentale ou les questions d'autonomisation. Un point qui leur est apparu important également, c'est le fait que le contenu ne devait pas être trop institutionnel. Et ça ressort aussi souvent, c'est que certains jeunes trouvaient trop institutionnels certains contenus qu'on pouvait leur présenter. Et pour autant, ils avaient besoin de dimensions ludiques et en même temps le besoin de présence professionnelle. Donc, c'est un peu toute cette balance qui est difficile à trouver entre être suffisamment ludique et paraître suffisamment jeune sans être forcément trop institutionnel.
Concernant les contenus à la santé sexuelle, donc voilà, pour eux, c'était aussi important d'aborder l'ensemble de la vie affective, relationnelle et sexuelle, comme j'ai pu en parler, avec notamment la question des relations entre les sexes, entre les genres et les émotions, et de parler surtout de diversité, que ce soit en termes d'identité, de parcours ou d'orientation sexuelle. Concernant les supports numériques et d'outils de communication, pour eux, il était important d'avoir une application mobile, de séparer l'outil d'éducation à la sexualité par le numérique des différents réseaux sociaux identifiants et aussi d'utiliser plusieurs canaux de communication différents en fonction des différents usages qu'ils pouvaient avoir. En termes de fonctionnalité, nous, c'est aussi un point sur lequel nous, on avait été intéressés puisque c'est de la parole jeune qu'on allait pouvoir ressortir quels étaient les usages qu'ils pourraient préférer dans le cadre d'un outil, d'une action qu'on pourrait développer. Et on a recentré un petit peu l'ensemble de ces fonctionnalités qui pouvaient être possibles sur Internet, et notamment le fait que ces jeunes voulaient avoir des espaces d'échange, de discussion entre jeunes qui soient modérés, qui répondent aux éléments de la culture jeune, qui puissent intégrer des professionnels, mais aussi des influenceurs. Mais au-delà de l'interaction sociale, ils souhaitaient également avoir des espaces participatifs avec des jeux ludiques, des quiz, des foires à questions, des espaces finalement simples d'accès qui pourraient être également, par la participation, des espaces de réponse à leurs questions. Un autre élément que les professionnels et les jeunes ont pu apporter, c'est la question d'une offre de réponse personnalisée, et notamment la notion d'offrir des ressources géolocalisées par le biais, par exemple, de cartographie qui existe déjà, mais qui permet de cibler des services de santé sexuelle proches des espaces de vie courants sur tout le territoire. Donc voilà un petit peu pour les propositions concrètes de jeunes, qui était finalement le troisième volet du projet Sexpert et qui a permis de développer les suites du projet de recherche Action Sexpert. Et notamment, les 3 volets de ma thèse ont permis d'établir une méthodologie complète pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer une action de communauté participative et interactive en ligne. Nous, ce qu'on a fait du point de vue de la recherche, c'est qu'on a conçu un modèle théorique à partir des différentes sciences sociales liées au comportement de santé sexuelle. On a, à partir de ce modèle théorique, défini des composantes d'action propres à une communauté en ligne. Donc finalement, quelles sont les différentes parties de l'action qu'on allait pouvoir développer et quels sont les différents contenus qu'on allait y insérer pour développer un outil en ligne qui soit adapté et développer une recherche participative menée avec et par et pour les jeunes. Le but, à terme, ce sera de mettre en œuvre et d'évaluer une intervention dite complexe, puisqu'elle aura plusieurs composantes d'action d'éducation. Philippe, il vous Oui, reste 5 minutes. très bien. Je vous remercie. Je vous montre rapidement ici le modèle théorique qu'on a pu mettre en place à partir des objectifs de santé sexuelle. Et je vous présente ici le dispositif qu'on va mettre en œuvre en fin 2023, qui intègre finalement les attentes et les besoins des jeunes avec des espaces informationnels, des espaces interactifs et des activités ludiques pour positionner les jeunes dans un espace sécurisé, modéré et également participatif et interactif. Plusieurs évaluations vont être réalisées autour de la faisabilité du projet, de l'étude des populations qui adhèrent également à ce dispositif, et on va mener une évaluation des effets de l'action, à savoir est-ce que l'action va améliorer le niveau de connaissance, les attitudes positives et les comportements favorables de santé sexuelle. Cela amène plusieurs points de discussion sur lesquels je voulais terminer aujourd'hui pour amener les échanges, notamment des points de vue des points de discussion au regard de l'action. C'est des points de discussion qu'on a pu avoir tout au long de nos échanges avec les partenaires de terrain, mais également suite à nos résultats de recherche, avec notamment un premier point de discussion autour de l'enjeu de mobiliser les jeunes pour leur propre éducation. Ça amène des questions liées à l'atteinte des publics jeunes, notamment les plus éloignés,
et de voir dans quelle mesure ils peuvent être atteints sur la durée par les actions d'éducation à la sexualité par le numérique. Ça nous amène à continuer nos réflexions autour des communautés participatives en ligne, qui sont des systèmes complexes qui impliquent différents fonctionnements, avec aussi tout l'enjeu d'aborder la santé sexuelle de manière holistique, comment on va favoriser le respect, l'inclusif, l'anonymat, et cette vision holistique et positive, notamment face aux différentes représentations que peuvent porter les jeunes sur leur propre sexualité. Nos résultats de recherche mettent en avant aussi l'importance de continuer à impliquer les professionnels, que ce soit dans l'animation, la diffusion de contenu ou la modération, et ce, sans opprimer ou infantiliser la parole des jeunes. Ça amène donc des questions autour de la juste balance d'une action pouvant impliquer les jeunes et être menée par les pairs, mais qui soit également institutionnelle, de mettre en place une action qui se veut personnifiée et sécurisée en même temps, comment on laisse la liberté des échanges tout en modérant, et comment on répond aux besoins exprimés ou non de santé sexuelle, puisque, comme on se l'était dit, certains jeunes vont avoir des besoins qu'ils ne pourront pas forcément exprimer. Du point de vue de la recherche, ça nous pose plusieurs questionnements, notamment pour impliquer les jeunes dans les processus de recherche-action, comment les recruter, comment atteindre les publics minorisés ou ayant des besoins divers. On pense notamment aux personnes en situation de handicap ou de maladie chronique. Et enfin, c'est des questionnements qu'on a pu se poser, c'est qu'on aura toujours le souhait d'une action qui fonctionne, mais penser la recherche, c'est aussi penser les freins, les limites et les barrières que peuvent avoir les actions d'éducation à la sexualité de manière générale. Donc nous, ça nous pose toutes les questions liées à la faisabilité de la recherche-action, dont on pourra parler, à l'évaluation de ces actions, qui sont encore des choses qui nous paraissent importantes, parce que c'est aussi des connaissances scientifiques qu'on va produire pour les acteurs de terrain, mais aussi pour les décideurs publics, pour qu'ils puissent justement structurer l'éducation à la sexualité, que ce soit sur le terrain ou par le numérique et Internet. Donc j'ai terminé de vous présenter le projet Sexpert. La dernière diapo est simplement pour vous dire que nous, à l'INSERM et à l'INED, on mène plusieurs projets de recherche en parallèle sur les questions de santé sexuelle et reproductive, notamment sur les préoccupations globales de santé sexuelle, sur l'analyse des médias existants, sur la qualité de vie des personnes de manière générale, mais aussi plus spécifique, et qu'on va mener des travaux aussi pour étudier les liens entre santé sexuelle et santé mentale. Et je pense avoir tenu les 5 dernières minutes et je vous remercie pour votre attention. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention riche. N'hésitez pas, hein, si des questions vous viennent et vous reviennent au fil de cette présentation, à les repartager dans la discussion. Merci beaucoup. C'était très clair et en effet, le temps a été parfaitement respecté. Et donc, je n'empiète pas plus. Et sans attendre, je passe la parole tout de suite à mesdames Allard Fagé qui vont évoquer les actions menées au sein du SIMS. Alors, donc, nous, on est 2 personnes, des professionnels du SIMS, du service de santé des étudiants. Moi, je m'appelle Bénédicte Allard et je suis responsable des actions de promotion de la santé au SIMS. Et bonjour, moi je suis Pascale Fagé, je suis médecin généraliste et sexologue au SIMS depuis 2020. Je vais commencer par vous présenter le service et ensuite Pascale développera sur les actions de promotion de la santé qu'on fait en santé sexuelle. Alors, notre service, c'est un service de santé étudiant. Toutes les universités de France et tous les établissements d'enseignement supérieur en France en ont un, c'est obligatoire. Et voilà, grosso modo, on est 60 personnes, un centre de santé sur chaque université à Toulouse, mais on a un public de plus de 100 000 étudiants avec toutes les villes universitaires d'Occitanie-Ouest, donc Albi, Castres, Montauban, Tarbes, etc. Alors, au service de santé, nous avons mis en place, il y a toujours eu des consultations de médecine générale, mais depuis 2020,
on a mis en place des consultations de sexologie, à savoir qu'en début d'année, nous intervenons souvent dans les établissements pour présenter le service de santé. Depuis l'année dernière, je participe à ces présentations et je dis qu'on peut venir me voir en consultation de sexologie. On a aussi écrit un petit paragraphe sur le site internet de façon à pouvoir éclairer dans quelle situation on peut venir consulter en sexologie. Donc, il peut y avoir des questions autour de l'anatomie, il peut y avoir des prises en charge après des violences, il peut y avoir des troubles de l'excitation, du trouble des désirs. Et en fait, j'ai mis en place, je pose la question à tout le monde en consultation, qu'on vienne pour une visite médicale, pour des vaccins, pour une question de santé mentale. Je pose la question et j'ai proposé à mes collègues de poser la question aussi. Est-ce que vous avez été victime ou témoin de violences physiques ou sexuelles? Et ensuite, il y a une autre question. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la sexualité? C'est important de pouvoir dépister ces situations où les personnes ont été victimes. Tous les soignants, nous devrions pouvoir oser poser cette question, parce que des fois, j'ai eu des remarques. Oui, mais quand même, si la personne vient pour une entorse de cheville, bah oui, mais ça peut être lié à une situation violente dans un couple. Donc, c'est très important de pouvoir ouvrir une porte et de pouvoir ensuite dire, bah, on en parle si vous le souhaitez, et puis on n'en parle pas si vous ne le souhaitez pas. J'ai pris quelques photos de mon bureau pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai des outils. On a des constructions de clitoris en 3 dimensions. Alors, on va passer à la diapo suivante. Comme ça, vous avez une petite idée de qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau. Donc, le clitoris, j'ai osé le sortir de son placard au tout début, en 2020, je n'osais pas. Maintenant, avec le temps, j'ai pris de l'assurance et je le mets un petit peu de côté, mais rapidement, je le pousse pour pouvoir informer tout le monde de l'anatomie du sexe féminin. J'attends de pouvoir faire aussi l'anatomie du sexe masculin, mais il faudrait que je reste 4 heures au Fab Lab et je n'ai pas le temps. Mais j'espère avoir un jour les deux, l'anatomie du sexe féminin et l'anatomie du sexe masculin. Je sais que ça existe en peluche, mais c'est un petit peu encombrant. Je voudrais les avoir en résine. Et j'ai aussi des outils comme le petit manuel de Sex Education. Vous parliez tout à l'heure de la série, des séries sur Netflix. On a des outils qui existent, il y a des livres qui existent. Donc, j'ai tout ça sur mon bureau et ça permet de pouvoir engager la conversation sur la question de la santé sexuelle. Je vous parlerai un peu plus loin des podcasts que l'on voit là aussi sur cette table. Alors, nous, on met en place des actions de prévention. Il y en a une qui, de manière systématique, est diffusée aux étudiants lors des rentrées parce que dans le public étudiant, on n'a pas des publics captifs comme dans l'éducation nationale, par exemple. Là, on a des tribunes au moment des rentrées et donc, à chaque fois qu'on a des premières années, on leur passe la vidéo de la tasse de thé. D'ailleurs, Delphine, est-ce que tu peux la passer, s'il te plaît? Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci », vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites « Eh, tu veux une tasse de thé ?» que la personne répond « Peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Et si la personne vous dit « Non merci », ne lui faites pas de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à en boire, ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok? Elle peut dire « Oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part ». Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un peu agaçant, parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. Mais rien ne l'oblige à boire du thé. Elle voulait du thé, mais maintenant elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse, qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis, mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé, ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé, et elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe,
que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité, et c'est à nouveau la chose à retenir, ne lui faites pas boire le thé. Bien sûr, elle avait dit oui, mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité, parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle à l'improviste pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge, tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé. C'est une vidéo qui est rapide, qui pose les choses de manière très claire, sans faire référence à des violences. Et donc, c'est quelque chose qu'on passe systématiquement maintenant lors des rentrées. Et on a aussi des partenaires, hein, on n'est pas les seuls à agir sur la santé sexuelle des étudiants. Il y a une pièce interactive qui a été créée notamment pour les écoles d'ingénieurs dans des milieux qui sont assez corporatistes et qui font des événements d'intégration qui peuvent être assez violents. Il y a il y a le procès de King Kong qui a été mis en place et c'est l'histoire d'une violence sexuelle lors d'un événement d'intégration et ça appelle vraiment l'intelligence collective et ça appelle les étudiants à réagir sur ce qui s'est passé. Alors, on anime aussi régulièrement des forums de santé sexuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs barnums. On peut le faire dehors, dedans, ça dépend de la saison et ça dépend de l'organisation. On en a sur les 3 campus à Toulouse. On peut en faire également dans les villes, ce qu'on appelle les villes d'équilibre. On est déjà allé à Tarbes, on est allé, il me semble aussi à Castres, je ne sais plus. Et au cours de ces forums, on est donc plusieurs, vous voyez là les petits logos de tous les intervenants possibles. Il y avait INIPS, il y avait Garcon, il y avait Avenir Santé, enfin je ne vais pas tous les citer, pardon, nous toutes. Et ça permet aux étudiants d'aller de stand en stand et de venir récupérer des informations. Il y avait une question là sur le chat qui disait pour les étudiants donc dans les autres départements, il y a ces forums de santé sexuelle et ensuite il y a toujours la possibilité de demander une consultation en visio. Quand il s'agit de parler de sexualité, moi, je n'examine pas les gens. Quand il y a des questions qui concernent l'anatomie, je renvoie sur des gynécos, des urologues. Et donc, en matière de questions liées à la sexualité, j'ai déjà eu des étudiants ou des étudiantes de FIJAC, de Cahors, de Castres qui ont bénéficié de consultations comme les autres, comme ceux de Toulouse, en visio. Et ça s'est très bien passé. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur un des stands. Là, on partageait la table avec Garcon, donc on a un fameux slip chauffant à gauche de l'écran. Et alors, quand on intervient comme ça, j'ai testé. Là, j'avais amené un présentoir avec tout un tas de livres qui peuvent intéresser les jeunes, parce que même s'ils sont beaucoup sur les écrans, ils aiment bien aussi des fois attraper un livre. Et juste dessous, vous avez aussi, alors on ne le voit pas en entier, je ne sais pas si on le voit, mais on a une barre, les podcasts que j'ai enregistrés sur la radio de la fac. Je pense qu'on va en parler juste un petit peu après. Donc, on va parler d'abord des étudiants relais santé. Bénédicte, je te laisse. C'est un groupe une équipe d'étudiantes qu'on a. On en a 20 en moyenne par an. Et on les forme à la prévention, à toutes les thématiques de santé étudiante qu'on a, dont la santé sexuelle. Et ils nous aident à mettre en place des actions qui soient adaptées au public, dans le langage du public, dans les us et coutumes du public,
voilà, pour toutes les thématiques. Et par exemple, en santé sexuelle, ils avaient fait un caout qu'ils font en début de gala de soirée étudiante sur la santé sexuelle, et ça marche très, très bien, du coup, parce que c'est vraiment des questions qui sont que nous, on n'aurait pas forcément l'idée de poser, mais eux, ils posent des questions très, très justes qui tombent vraiment dans les besoins des étudiants. Ils ont fait des concours aussi de dessin où on appose sur nos préservatifs. Maintenant, on voit par exemple un petit tyrannosaure qui a des tout petits bras et qui n'arrive pas à mettre son préservatif et écrit « Et toi, c'est quoi ton excuse ?» Voilà, le genre de choses qu'on peut faire avec les étudiants relais. Alors, les cafés sexos, en fait, sont un moment d'échange avec les étudiants. Je les ai appelés les cafés sexos parce qu'au départ, c'était plutôt à mettre en place à 13h. En fait, c'est devenu parfois des apéros sexos, mais on ne les a pas appelés comme ça parce que ça peut se transformer en 18h, 20h. C'est à la demande des étudiants. L'année dernière, j'avais mis en place un peu de façon systématique, une fois par mois, sur Toulouse, donc dans le campus de l'université Paul Sabatier, un échange tous les premiers mardis du mois. Mais le 18h est compliqué. Les étudiants, après le confinement, enfin après le Covid, ils ont du mal des fois à se bouger. Donc maintenant, c'est à la demande des associations étudiantes ou des bureaux des étudiants que je viens passer un moment où on va parler de consentement, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, on peut parler de pornographie, on peut parler de désir, on peut parler de plaisir. Alors, c'est vrai que les jeunes, c'est un sujet intime, mais j'avertis toujours qu'on va parler de sexualité et pas de sa sexualité. Je leur laisse toujours mon mail aussi pour prendre un éventuel rendez-vous et pouvoir parler de choses intimes s'il s'agit d'eux. Mais par contre, des fois, ils sont assez timides. Donc, j'ai une liste de questions que je ne vous ai pas mise là, mais je pourrais la diffuser, de façon à pouvoir leur dire, bon, quelles questions vous voulez qu'on choisisse. Donc, ça peut tourner autour du plaisir, autour de la pornographie. J'ai une dizaine de questions qui servent à démarrer le débat. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, je leur dis toujours, vous pouvez témoigner de quelque chose, mais ne me posez pas de questions parce que je ne serai pas en mesure de vous répondre vu que ça relève de l'intime. Mais on peut avoir parfois des échanges où il y a des témoignages qui permettent aussi entre pairs de faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls dans certaines situations, ou après on vient à parler de généralité sur la sexualité. Donc les cafés sexos, cette année, c'est à la demande des étudiants, mais ça peut être Figeac, ça peut être Cahors. Là, l'autre jour, j'étais à Rodez, c'était à l'initiative de l'établissement, mais ils étaient 30 et ça fonctionne très, très bien parce qu'il y a de la participation, il y a du respect, ça se passe très bien. C'est une action qu'on a évaluée avec un formulaire a posteriori en ligne et on a vraiment des très bons retours quand c'est animé par des BDE et quand il y a du monde, avec des taux d'apprentissage importants, des taux de satisfaction importants, une moyenne de satisfaction à 9 sur 10. Alors, pour les étudiants qui ne sont pas également sur Toulouse, d'abord, au départ, c'était par rapport au confinement. J'ai eu la chance de pouvoir participer d'animer. Au départ, c'était une participation et maintenant, j'enregistre des podcasts sur la radio de l'université qui s'appelle Campus FM. Ce sont des enregistrements qui ne durent que 10 minutes. Parce que on sait que la concentration, le temps nécessaire, des fois, un podcast de 50 minutes, il n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, vous voyez les thèmes qui sont affichés, ça peut être aussi bien les premières fois, plan cœur, plan cul, l'éducation. Et je suis entourée toujours de 2, 3, 4, c'est allé jusqu'à 4 étudiants qui prennent la parole, qui réagissent. Et c'est très interactif. Parfois, on m'a dit que c'était un peu frustrant parce que 10 minutes, c'est court, mais c'est pour ça que vous voyez, il y a des fois le consentement partie 1, consentement partie 2, parce que finalement, on se disait, allez, on recommence sur le même sujet. La difficulté qu'on a eue, c'est la diffusion, parce qu'on n'a pas la possibilité de les mettre sur une plateforme type Deezer ou Spotify. Donc, c'est un peu compliqué de les diffuser. Mais par contre, les retours, ils sont en ligne. Là, vous voyez, c'est le site de l'Université de Toulouse. Ils sont accessibles sur ce site qui s'appelle Welcome Desk. Il y en a 50 au total. Là, je crois qu'on est à 32 en ligne et il y en a qui sont encore au chaud, mais qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Alors, depuis mon arrivée au service de santé des étudiants en 2020, j'essaye aussi de partager mes compétences, à savoir qu'on ne va pas devenir sexologue en 1 heure de formation. Par contre, l'information des collègues, qu'ils soient médecins, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient infirmiers, je l'ai fait en montrant les outils qu'on peut utiliser, en leur disant surtout que tous et toutes, vous êtes légitimes
si vous êtes en contact avec des jeunes, à proposer de parler de sexualité, à poser cette question de est-ce que vous avez été victime ou témoin, à proposer des outils pour pouvoir parler de sexualité, parce que j'ai souvent la remarque, oui, non, mais c'est intime, on va peut-être pas en parler. Ben, si, c'est important d'en parler. Si on n'en parle pas quand on reçoit des jeunes, ben, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, j'ai animé des petites informations. Je n'ai pas la prétention de dire que c'était de la formation, mais de l'information. Et ce qui fait que quand il y a des questions pour les infirmières ou pour les assistantes sociales, alors je les ai oubliées, les assistantes sociales, mais elles ont eu aussi une information d'1h30. Ça facilite le dialogue. On vient me trouver, on me dit « Ah, j'ai eu cette question, donc je t'ai orienté tel étudiant ou telle étudiante. » Voilà, je pense que le sujet de la santé sexuelle n'est plus un tabou au SIMS de Toulouse. Il faut savoir aussi que le partage de compétences, il se fait grâce aux services sanitaires en santé. Je ne sais pas si vous connaissez le service sanitaire en santé. Les étudiants en santé, c'est-à-dire les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kiné et infirmières, vont se retrouver par petits groupes. Alors, je pense qu'en Occitanie, c'est pour tout le monde la même chose. Ce n'est pas partout pareil en France. Ils vont être par groupe de 4, 5, 6 avec toutes ces professions qui seront mélangées. Ils choisissent un thème d'intervention qui peut être santé sexuelle, mais il y a aussi santé mentale, addiction, nutrition, sport, environnement, vaccination. J'en oublie toujours un, mais vous retrouvez tous les thèmes. Et ça permet de travailler sur une présentation en santé sexuelle pour certains d'entre vous, que l'on va faire. Moi, par exemple, j'accompagne plusieurs groupes au collège, dans un collège de quartier qui a une certaine mixité sociale. On a des enfants qui viennent de quartiers assez aisés et des enfants qui viennent de quartiers plus défavorisés. Et le fait c'est eux qui présentent un diaporama. Les tuteurs, parce qu'on est plusieurs tuteurs en santé sexuelle, sont toujours présents parce que c'est un sujet difficile et que des fois, on peut avoir des réflexions qui mettent en difficulté ces jeunes étudiants. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec les jeunes étudiants et ensuite d'aller sur le terrain, dans des collèges, dans des lycées, pour pouvoir ouvrir le dialogue sur la santé sexuelle. Dernièrement aussi, j'ai participé au jury de mémoire d'étudiants, que ce soit des étudiants en futurs kinés, futurs infirmières, futurs sexologues. Je participe à ces jurys de mémoire, donc c'est intéressant parce que ça me permet aussi à moi de rester en contact avec qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait chez les jeunes pour pouvoir ensuite avoir, j'ai envie de dire, une aide auprès des jeunes qui viennent me voir en consultation la plus appropriée. Alors, on vous propose quelques outils. J'utilise, après la vidéo consentement et tasse de thé, j'utilise un post d'une dame qui s'appelle Hélène Pouille, qui est aussi sur Instagram. Bien sûr, je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser. Elle a juste émis la réserve qu'on ne modifie pas son post. Et on a actuellement, très souvent, on retrouve ce post dans des toilettes, dans des écoles d'ingénieurs. Et le consentement, c'est important parce que si tout le monde est éduqué, pour que la fête reste une fête, c'est important qu'on ait cette notion que le consentement, il doit être clair, libre, éclairé, actualisé. Ça, j'ai envie de dire que ça commence à être acquis pour tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, quel que soit l'âge. Mais les petites figures qu'elle a mis en dessous, Hélène Pouille, elles sont hyper importantes aussi, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qu'on ressent et demander à l'autre. Parce que c'est vrai que dans les petites réflexions qu'on a vues tout à l'heure en début d'intervention, la réassurance et les injonctions, c'est quelque chose qui est dans cette génération parce qu'ils sont très connectés aux écrans. Et être à l'écoute de ce qu'on ressent, demander à l'autre, oser Alors, vous avez dessous aussi une seule hésitation, c'est non. L'hésitation, ça peut concerner soi-même, ça peut concerner le ou la partenaire qui hésite et ça peut être quelque chose de l'ordre du non-verbal. Et je trouve que vraiment, ce post, il est complet, il est un petit peu chargé, mais il y a tout dessus. Donc, je le propose ici comme outil pour ceux qui seront en lien avec le terrain. Et l'outil d'après, certainement que vous le connaissez aussi, c'est la licorne du genre. C'est un outil qui nous vient du Québec. Il y a quelques fautes d'orthographe, mais très important aussi de pouvoir, pour lutter contre tous les propos qui soient homophobes, LGBT ou transphobes, de pouvoir expliquer ce que c'est que le sexe assigné à la naissance, que vous voyez là en lien avec les chromosomes entre les jambes. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Donc, il y a une faute d'orthographe. Ce n'est pas c'est identité de genre. C'est le petit arc-en-ciel. J'ai une vulve, je me sens femme, je suis cisgenre. J'ai une vulve, je me sens homme, je suis transgenre. D'expliquer ce que c'est que l'expression, la présentation du genre, ce sont les petits pointillés sur la droite de la licorne.
j'ai un genre plutôt féminin, plutôt masculin, ou pas un genre fluide, ça peut être tout ça. Donc ça, c'est ce que je montre aux autres. Et je me sers de ces licornes, surtout des fois pour des personnes qui viennent me voir en disant « Docteur, il faut me changer, j'ai une orientation homosexuelle dans mon pays, c'est interdit, donc il faut me changer. » Et les petits corps, les petits cœurs, c'est ce qu'on ressent, l'attirance. Elle peut être sexuelle, elle peut être sentimentale, elle peut être émotionnelle, mais on ne la choisit pas. Et cette licorne, je la trouve très chouette parce que elle est colorée, elle est sympathique. Et d'expliquer comme ça les différences entre ces 4 définitions, ça permet d'expliquer on a une attirance vers une personne du même sexe, du sexe opposé. C'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on ne va pas décider avec sa tête. Donc, cette licorne, je la présente aussi assez régulièrement dans les écoles d'ingénieurs parce que des propos homophobes, on en a à l'école, à la fac aussi, à l'école, elle fait partie du service sanitaire quand on intervient, parce qu'il y a besoin aussi d'ouvrir, je dirais, des portes sur ces définitions. Donc, ces outils sont simples, à mon avis, à utiliser et très utiles. Ça veut dire qu'il vous reste 2 Alors, minutes. pour conclure, juste on a mis le schéma de la charte d'Ottawa des actions de promotion de la santé parce qu'on aurait tendance à croire qu'on fait des choses de manière un peu opportuniste, mais un peu ponctuelle. Et voilà, la dernière slide, elle vous montre la stratégie en fonction de... Je les mets toutes. Alors, en fonction de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Vous voyez là en vert, donc avant que la maladie n'apparaisse. En orange, la maladie est là, mais on essaie de la dépister très vite. Et en rouge, la prévention tertiaire, parce qu'on veut éviter une surmaladie, on va dire. Et donc, toutes les actions qu'on fait, que ce soit nous ou nos partenaires, en fait, elles sont placées sur cette ligne pour parler de notre stratégie. Évidemment, elles sont ancrées dans les textes de stratégie nationale, de feuilles de route et de projets régionaux. On attend le prochain. Et j'ai classé en fonction des moyens de la charte d'Ottawa dans quels principes elles interviennent. Voilà. Que ce soit sur la réorientation des services de santé, parce que nous, on a un service de santé qui fait de la prévention et qui rend gratuit quand même des médecins sexologues des médecins sexologues. Donc, c'est quand même de la réorientation des services de santé sur de la promotion de la santé. On crée des milieux favorables parce qu'on essaie de... Là, on est vachement aidé par les lois de préservatifs gratuits, de toutes ces choses-là, de dépistage gratuit. On développe les aptitudes personnelles avec les sex-appels, avec les cafés sexos. On développe l'action communautaire par les étudiants en relais santé et voilà. Et établir une politique publique saine, ça vient aussi des lois qui ont permis de rendre gratuits les préservatifs, du fait que les services de santé étudiants soient obligatoires et comme priorité la santé sexuelle des étudiants. Voilà. Donc, je ne m'arrête pas sur tout, mais c'est pour vous montrer que c'est pensé dans une globalité et pas ponctuel. Merci de votre attention. On a terminé la présentation. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup, Dr Faget, pour la richesse de ces présentations. N'hésitez là aussi pas encore à poser vos questions ou à poser vos remarques, vos demandes de précision, des liens que ça peut vous faire sur vos activités quotidiennes ou des projets ou des idées à venir. On ne vous cache pas qu'on en a, nous, eu plein en interaction avec Laure sur notamment les podcasts où on se dit mais que ça pourrait être très, très, très intéressant de pouvoir les diffuser largement, etc., de les mettre porter à connaissance. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On reviendra sur les questions tout à l'heure. Et voilà, vous avez brillamment conclu sur la place toute prioritaire de la promotion de la santé. Et c'est là-dessus que, bien sûr, on va tout à fait passer la parole à Madame Desplat sur sa présentation et son intervention sur la politique de formation auprès notamment des personnels de l'Éducation nationale sur l'Académie de Toulouse. On vous laisse la main, Madame Desplat. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien et il y a l'image, donc c'est parfait. Donc j'ai vu en rentrant dans cette visio qu'en face de nous, nous avions quand même beaucoup de partenaires de l'Éducation nationale. Alors j'ai noté, j'ai trouvé CPEF, MDA, Cégide quand vous vous êtes présentés dans le fil de discussion. Alors effectivement, les partenaires associatifs, institutionnels sont des facilitateurs pour mettre en place des séances d'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées de l'Académie de Toulouse. Mais aussi, un des facilitateurs, ça va être que les équipes qui encadrent les élèves se forment à l'éducation à la sexualité. Dans l'académie, on est 8 formateurs.
Alors, les profils des formateurs, ils sont variés. On a des infirmiers qui ont DU de sexo, diplôme universitaire de formateur en éducation à la sexualité, master en éducation à la sexualité. On a des CPE, on a des professeurs des écoles, on a des professeurs spécialisés, donc un qui travaille à Marchand, et professeurs de physique-chimie. Donc, on voit que déjà dans les formateurs, on a vraiment une hétérogénéité au niveau de nos formations. Et puis certains ont fait des formations propres à la sexualité, d'autres ont une très grande expérience de terrain. Chaque année, sur l'Académie de Toulouse, on forme à peu près 200 à 250 personnels. Alors, ces personnels, ils sont tous volontaires à être formés à l'éducation à la sexualité. C'est un prérequis, c'est-à-dire qu'on ne va pas former des personnes qui ne souhaitent pas après faire de l'éducation à la sexualité auprès des classes. Et ça va être très, très important dans notre formation parce qu'en face de nous, on a des personnes déjà enthousiastes. Déjà enthousiastes qui se disent que l'éducation à la sexualité, ça rentre dans le cadre de leur travail. Ces personnels qu'on a en face de nous, là aussi, toutes professions confondues. On forme les assistants sociaux, les infirmiers, on forme des professeurs d'SVT. Ça, c'est souvent euh, ceux qui sont là tout le temps. Mais pour autant, on forme aussi des professeurs de lettres, d'histoire géo, on forme des AESH, des personnes qui vont accompagner un élève en situation de handicap, on forme des CPE, des AED, et ce qu'on appelle généralement la vie scolaire, qui sont aussi des personnes qui ont contact avec les élèves de façon très fréquente et puis des questionnements d'ordre sexuel de la part des élèves. Voilà. Ah, il faut pas, les élèves effectivement, surtout dans la tranche d'âge, fin primaire, collège et lycée, la curiosité sexuelle, les questionnements vis-à-vis de leur sexualité, c'est quelque chose qui sort, qui ressort, par des manifestations sexuelles, par des faits, par des paroles. Et effectivement, nous, adultes, on est souvent un peu, des fois, mal à l'aise, on ne sait pas trop comment répondre, on est quelquefois gêné ou quelquefois on est à l'aise. Et les formations éducation à la sexualité, les personnels viennent pas forcément pour faire du collectif classe, ils viennent quelquefois parce ils ont été mis à mal par un élève qui a dit quelque chose qui les a choqués. Ça peut être un propos homophobe, par exemple, où ils n'ont pas su réagir. Ils viennent aussi pour cette dimension individuelle. Comment je parle sexualité avec l'élève? Hop. Alors, voilà. Quand ils souhaitent être formés à la sexualité, au niveau de l'Académie de Toulouse, on a mis en place un parcours. Un parcours parce que, en fait, on délivre une première formation. C'est celle que je vous ai mis en lien, mais que vous ne voyez pas forcément, où là, on va être sur un abord un peu généraliste. On va parler de la circulaire de 2018. C'est la circulaire, notre dernière circulaire cadre, qui fixe les 3 séances d'éducation à la sexualité que doivent avoir les élèves, parce que c'est un droit hein, par année et par groupe d'âge homogène. Et la réalité fait que ces 3 séances annuelles ne sont pas toujours respectées. Donc, on parle de cette circulaire, on parle du cadre, parce que les personnels, ils ont pas mal de questions par rapport au fait, est-ce que je suis légitime à parler sexualité? Je suis professeur de français dans mon établissement, je souhaite faire de l'éducation à la sexualité. Et les parents me disent, c'est pas votre place. En fait, si, c'est votre place. Parler d'éducation à la sexualité quand on est un personnel d'éducation nationale, ça fait partie de nos missions. Ça fait partie des valeurs humanistes qu'on est censé effectivement délivrer aux élèves. Et donc, cadrer d'un point de vue législatif, ça déjà rassure les personnels. Et puis après, on va commencer un peu à parler compétences psychosociales. Ils ont souvent ils sont souvent au courant de ce que c'est. On va parler homosexualité sur le niveau 1. On va parler orientation sexuelle. On va parler, le principal, on va parler des besoins des adolescents. Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi cet élève fait ça?
Pourquoi cet élève se caresse, se masturbe en classe? C'est une situation qui arrive. Comment je gère cette situation-là? On va essayer d'apporter des éléments de réponse et revenir toujours aux besoins des adolescents. Et c'est quelque chose dans les intervenants qui ont parlé avant moi, c'est vraiment un fil conducteur. C'est-à-dire ne pas être dans une approche moraliste. Les adolescents, les élèves qu'on a en face de nous ont des besoins sexuels, ont des questionnements et il faut pouvoir y répondre. Et dans un second temps, dans ces formations-là, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, dans ce parcours de formation, on va travailler nos représentations. Parce que tous autant qu'on est, on a l'idée de ce qu'est une bonne sexualité. Et on va aller travailler ça. C'est très difficile de travailler les représentations, ses propres représentations de la sexualité, mais ça va être une condition sine qua non d'être un bon éducateur à la sexualité, en fait. C'est peut-être ce qui est le plus complexe parce que on dit toujours on ne parle pas de soi en sexualité. Les élèves, on dit même nous-mêmes, nous n'allons pas parler de notre propre sexualité. Pour autant, on se rend compte que quand on n'est pas formé et qu'un élève vient nous parler de sa sexualité, ben, quelquefois, de façon plus ou moins inconsciente, hein, on va avoir une réponse adaptée à notre sexualité. Donc, cette mise à distance qu'on attend du formateur en éducation à la sexualité, on va essayer de la travailler en mettant nos stagiaires, nos personnels EN, dans la place d'élève. C'est-à-dire que tous les outils qu'on va leur apporter, que ce soit le blason, le brainstorming, on va le faire avec eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur une formation de savoir, on va apporter du fond, il n'y a pas de souci. Mais on va aussi beaucoup apporter du savoir-être et du savoir-faire plutôt sur le niveau 2. Mais effectivement, c'est très simple, c'est très simple. Le savoir sexuel, on ouvre le livre là. Qu'est-ce que va apporter la personne, le personnel EN formé, dans sa posture? C'est vraiment ce qui va être la plus-value de l'éducation à la sexualité. Dans le niveau 2, on va travailler un peu plus le genre. Parce que le genre, c'est peut-être un des thèmes dans les formations qui est le plus, comment dire, qui suscite le plus d'émotions. Voilà. Qu'est-ce qu'être un homme, une femme? Nos élèves qui se disent non binaires, comment parce qu'on a quand même des textes hein, qui nous aident à nous comment dire, à savoir répondre, mais pour autant le genre c'est une des thématiques qui va le plus questionner les adultes qui sont formés. Et donc le niveau 2 qui fait, alors niveau 1 fait 3 jours de formation, le niveau 2 fait 3 jours aussi, on demande qu'il ne le fasse pas la même année, qu'il y ait 1 an d'écart entre le niveau 1 et le niveau 2, ou plus d'années d'écart, mais qu'il y ait vraiment cette réflexion parce qu'en travaillant les postures, on travaille des choses qui sont quelquefois un peu personnelles et c'est des formations qui suscitent des interrogations. Et effectivement, cette dimension psycho-émotionnelle, elle va être importante. Dans l'infographie de l'éducation nationale, qui est plutôt bien faite, ils disent que l'éducation à la sexualité, déjà le centre, c'est une approche globale, positive et bienveillante. Et elle doit reprendre des éléments psycho-émotionnels avec les élèves, et elle doit reprendre des éléments juridiques et sociaux, et elle doit reprendre des éléments biologiques. Ça, c'est un vrai changement. Avant, l'éducation à la sexualité, il y a des dizaines d'années, on était sur une approche biologique. On était sur ne pas tomber enceinte. On était sur se prévenir des maladies sexuellement transmissibles. Depuis quelques années, vraiment, la part psycho-émotionnelle est de plus en plus prégnante, notamment avec toutes les études liées aux compétences psychosociales. Et ça va être intéressant quand on va prendre des thématiques à travailler avec les élèves comme le consentement, d'aller se dire comment je sais que je consens, comment je sais que l'autre ne consent pas, comment j'interroge mon propre consentement. Et si j'interroge mon propre consentement, ça veut dire que je suis une vraie personne et que je ne suis pas l'objet de l'autre.
toutes ces questions-là, il faut pouvoir se les poser, nous, entre adultes, pour après essayer de créer une séance qui va être adaptée à l'âge de nos élèves, en fait, aussi. En fin de formation, après le parcours des 6 jours de formation, ce qu'on espère, nous, en tant que formateurs, c'est que les personnels formés sauront créer un climat de confiance avec les élèves, réguler la parole, savoir rebondir, prendre en compte les représentations culturelles de nos élèves, sachant qu'on a une grande hétérogénéité de territoire et que ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut se poser la question de la maturité des élèves, mais du contexte culturel qui est autour d'eux. Savoir respecter le silence, hein, des élèves qui sont silencieux, c'est pas des élèves qui n'écoutent pas nos séances d'éducation à la sexualité. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait que les adultes puissent prendre en compte. On n'est pas là pour aller faire de ces séances une sorte d'interrogatoire, hein. Adopter des attitudes chaleureuses, hein, de ne pas être toujours dans quelque chose de négatif. Il faut que les élèves, quand ils partent des séances d'éducation à la sexualité, ils aient le sourire. Adopter une posture non moralisatrice, être à l'aise avec la sexualité, voilà, et s'adresser aux filles et aux garçons, aux personnes non binaires et à toutes les orientations sexuelles. Ça veut dire aussi avoir fait un travail sur les outils qu'on va utiliser, les supports qu'on va utiliser, pas utiliser toujours que des supports hétérosexuels, pas utiliser que des supports qu'avec des garçons ou qu'avec des filles. Voilà, ça c'est des questionnements qu'on se pose en collectif dans ces séances de formation pour qu'après, quand les personnels soient formés, que les séances d'éducation à la sexualité se placent le mieux possible. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. Vous avez été concise, en effet, c'était très, très clair. Et merci aussi d'avoir fait ce lien avec les présentations précédentes, puisque évidemment, on l'a bien vu que la complémentarité qui était proposée par vos 3 interventions a pu, comme ça, permettre d'aborder différents aspects de cette même question. Alors, je vais me faire le porte-voix, j'espère, en ne trahissant aucunement les questions qui ont été posées, justement des précisions ou des demandes qui ont pu être formulées dans le chat. N'hésitez pas à continuer, hein, si vous le souhaitez, à en poser d'autres, parce que ça peut aussi être l'occasion de rebondir. Alors, on va repartir dans l'ordre, bien sûr, des présentations qui ont été réalisées. Alors, Philippe Martin, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la méthodologie qui a pu être choisie et investie pour identifier les jeunes qui font partie de l'étude que vous avez expliquée? Alors oui, c'est une question qui était extrêmement importante pour nous puisqu'il s'agissait d'intégrer un panel diversifié de jeunes pour pas être uniquement centré sur notre espace géographique de la région parisienne. Nous, ce qu'on a fait dans le groupe de travail recrutement, c'est qu'on a identifié l'ensemble de partenaires sur l'ensemble du territoire français, notamment les DOM-TOM aussi, qui sont des publics éloignés de certaines initiatives. Et on a fait un relais par les partenaires de terrain de l'information à notre étude qui nous a permis d'atteindre des adolescents, des jeunes adultes de genres différents, d'orientations aussi différentes, mais surtout de milieux socio-économiques différents. Et donc, ces jeunes-là ont pu être interrogés dans le cadre de nos études qualitatives. Et ces partenaires qu'on a identifiés et avec qui on travaille pour justement relayer l'information de nos études seront aussi des partenaires qu'on mobilisera pour constituer la communauté Sexpert, où justement le but, ça sera de rassembler plus largement des jeunes de tous horizons. Donc, on a plusieurs méthodes de relais par partenaire, mais on fera aussi des campagnes téléphoniques et sur Internet également. Merci beaucoup. De la même façon, alors ça, c'était une question qui était posée, je ne l'ai pas précisée par Cathy Jaroux, notre directrice à l'IREPS, qui se posait cette question méthodologique. Madame Estelle Barbier qui demandait si une application avait été mise en place suite à ce projet. Oui, du coup, nous, ce qu'on développe, c'est une progressive web application, justement, qui sera lancée fin 2023, début 2024, où justement, c'est une application qui permettra à la fois de s'adapter aux ordinateurs et aux téléphones smartphones et aux tablettes pour justement avoir accès à l'application par différents outils numériques et de communication. Donc,
Et c'est dans cette application-là qu'on pourra intégrer tous nos résultats de recherche qu'on a pu obtenir sur les propositions de jeunes et les recommandations professionnelles. Merci beaucoup. Une autre question. Quelle est la place dans ce projet et est-elle pertinente, cette place éventuelle qui est portée aux influenceurs santé qui peuvent traiter de la question de la sexualité? C'est une question qu'on s'est posée de savoir si on mobilisait les influenceurs de santé sexuelle ou sur les questions de sexualité. On est allé les interroger aussi pour aller à leur rencontre. On a fait le choix de ne pas les intégrer au projet dans un premier temps, puisque ces mêmes influenceurs nous expliquaient être pour la plupart des pédagogues à la sexualité et pas des professionnels de l'éducation à la sexualité. Pour autant, certains influenceurs sont aussi sexologues, professionnels de santé, et ont des comptes sur les réseaux sociaux et ont aussi touché une large communauté. Donc, ces personnes-là font partie d'un panel professionnel qu'on pourrait intégrer et qui sont aussi des influenceurs. Mais comme il y a énormément de comptes qui se créent en termes d'influence à la vie affective, sexuelle et de genre, pour l'instant, on a préféré privilégier les professionnels de terrain à intégrer la communauté en tant qu'intervenant directement. D'accord. Oui, donc la question suivante du coup, poursuit un peu cet aspect-là. Et une question qui a été posée par Madame Malvezin-Marquis, qui est médecin généraliste dans une CPTS du Tarn, qui se posait la question des réponses qui seront apportées dans le cadre du chat. Qui répond? Dans quel délai est-ce prévu? Voilà. Quelle est du coup l'opérationnalité finalement aussi des réponses et qui le fait? C'est une fonctionnalité qu'on a développée actuellement et donc le chat correspondrait à des interventions d'intervenants extérieurs co-animés avec les acteurs, chercheurs qui sont aussi des intervenants experts et où finalement, comme dans le cadre d'une matinale où il y aurait des intervenants et des modérateurs qui poseraient les questions, les intervenants interviendraient sur une heure donnée ouverte aux jeunes. Et on a prévu un double système de questions-réponses. Premièrement, ce qu'on prévoit, c'est d'identifier avant même les interventions quels sont les besoins exprimés par les jeunes. Donc, dans l'application, on aura un espace pour poser ces questions, pour choisir les thématiques d'intérêt et les sujets qu'ils souhaiteraient voir abordés par un professionnel. Nous, ça nous permettra de cibler un professionnel compétent pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc, le professionnel compétent qui interviendrait sur une heure donnée aurait déjà des questions en amont et aurait des questions en temps réel auxquelles il pourrait répondre. Et nous, le rôle en tant que chercheur santé sexuelle, ça sera d'animer, de modérer et d'amener le professionnel à répondre à ces questions de manière spécifique. D'accord. Et donc aussi, j'imagine, si je le comprends bien, à mobiliser du coup ces experts, ces partenaires extérieurs pour pouvoir être contributeurs et répondre à ces questions. Exactement, oui. Et amener aussi une discussion et de l'interaction pour que les jeunes puissent avoir le sentiment d'entrer en interaction avec le professionnel ou alors juste choisir d'observer les échanges, la parole. Enfin, considérer aussi qu'il y a différents positionnements des jeunes qui peuvent juste choisir d'être observateurs, qui voudront poser leurs questions, d'autres n'arriveront pas à poser leurs questions, mais seront posées par d'autres. Et donc, on aura différents rôles dans la communauté. Nous, en tant que modérateur, ça sera aussi de surveiller que tous les échanges soient cohérents, respectueux et bienveillants pour une modération active, on va dire. Et pour maintenir, oui, la participation bienveillante. On entend bien. Du coup, est-ce que des suites sont prévues à cette phase de recherche? Est-ce que d'autres jeunes, d'autres groupes vont être interrogés, sollicités pour poursuivre cette enquête? Oui, en lançant l'application Sexpert, le but, c'est que nous, on puisse l'évaluer pour voir si les jeunes qui participent à une communauté en ligne améliorent leur niveau de connaissance, leur comportement favorable. Et donc, cette plateforme, elle sera ouverte à tous les jeunes et pour viser d'être pérenne, donc d'inclure d'autres jeunes. Et à l'intérieur de cette plateforme, nous, on fait participer des jeunes à un processus de recherche-action, donc ils acceptent de participer. Et nous, on produit, dans le cadre de la recherche, des données sur la vie affective, sexuelle des jeunes. Et on pourra mener des études sur leur questionnement actuel, sur ce qu'ils pensent des actions éducatives et notamment l'action Sexpert. Et donc, tout ça, ça s'inscrit vraiment dans un processus où on fait plein d'études dans le programme Sexpert pour
pour continuer, parce que je pense que la recherche n'a pas fini de travailler sur ces sujets. C'est certain. Et puis du coup, voilà, c'est cette contribution dans le long terme qui s'inscrit du coup dans cette présentation-là. Parfait. Merci beaucoup. Et puis une dernière question, en tout cas de ce que j'ai sous l'œil, mais peut-être à confirmer par la suite, mais de Madame Carvalho, qui travaille à la Maison des adolescents dans l'Hérault, qui vous demande, lorsque vous avez parlé de l'enquête sur les séries Netflix qui traitent de la sexualité des jeunes, quelle a été la réaction des jeunes à ce sujet? Alors, nous, dans le cadre de la première étude qu'on a faite sur les séries Netflix, on a juste visionné les épisodes pour identifier s'il y avait des messages éducatifs et de promotion de la santé sexuelle. Mais ensuite, dans le cadre des entretiens plus généraux, certains ont pu avoir des retours sur justement les contenus sexuels qui sont diffusés dans les séries Netflix. Ça fait l'objet d'études qui sont encore en cours et qui sont menées par une doctorante en santé publique et anthropologie, qui justement étudie les représentations que certains jeunes peuvent avoir de leurs séries et de la façon dont ils abordent la sexualité. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. À mon niveau, de ce que les jeunes ont pu amener sur les séries Netflix, c'est que ça dépendait forcément, leur réception dépendait aussi de la série qu'ils regarderaient. Sex Education n'a pas du tout la même signification qu'une série comme Elite, où les comportements sexuels sont représentés très différemment selon une vision beaucoup plus sexualisée de la jeunesse et peut-être moins réaliste. Donc moi, je ne pourrais pas m'avancer sur une généralisation de ce que pensent les jeunes des séries Netflix. Ce que je sais, c'est que nous, on a identifié l'outil qui a été présenté sur Sex Education, c'est un outil qui nous semble aussi intéressant à reprendre dans le cadre des actions d'éducation. Ce que pensent les jeunes sur le sujet, je pense que je pourrais vous transmettre le contact de la personne qui étudie de manière plus approfondie le sujet. Elle s'appelle Marie Pauvin et les travaux sont en cours. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions et ces compléments. Je poursuis donc la liste des questions plutôt en s'adressant à Madame Allard et Madame Faget. Donc, vous aviez déjà vous aviez d'ores et déjà répondu à la question sur les étudiants qui n'ont pas accès à votre bureau. C'était une question de la maison des ados du Lot, et donc à vos outils et supports, comme ça peut être le cas bien sûr pour les étudiants de toit et les villes d'équilibre. Donc, qu'est-il prévu? Vous indiquiez à fort juste titre les possibilités offertes par la visio, par le distanciel, et est-ce que des outils peuvent être aussi remis, prêtés comme ça, mis à disposition dans les sites déconcentrés, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose d'envisagé? Est-ce qu'il y aurait des compléments du coup qui peuvent être apportés au-delà des consultations en visio? Complètement, il y a, quand je vais sur site ou quand une des chargées de promotion de la santé va sur site, on amène les outils qui sont le post d'Hélène Pouille, qui sont les podcasts. On vient de faire une nouvelle affiche que je trouve superbe, merci à ma collègue, sur les podcasts qui sont aussi à écouter. Donc, globalement, l'accès des étudiants aux ressources, elles sont équivalentes qu'on soit à Toulouse ou qu'on soit à Figeac ou à Cahors. Parce qu'il ne faut pas croire que je peux recevoir tout le monde dans mon bureau, ça c'est illusoire aussi. Donc non, l'accès, maintenant avec les moyens qu'on a, les podcasts c'est accessible, les réseaux, les outils, on peut les diffuser. Donc je pense que le gros problème, c'est de savoir que ça existe, mais après quand ça existe, quand les jeunes ont trouvé, il n'y a pas de problème, ils ont accès à tout ça. C'est ça faisait partie aussi des questions qui suivaient celle-là, c'est-à-dire comment les étudiants et étudiantes ont l'information que vous êtes là et qu'ils ont toutes ces ressources à disposition. Est-ce que c'est par le biais, on parlait tout à l'heure des étudiants pairs, du groupe des pairs, est-ce que c'est certains professeurs, certains enseignants aussi, est-ce que les BDE, bien entendu, ont toute leur place dans ces rôles-là? Quels sont les leviers qui sont utilisés? Et puis, est-ce que, du coup, des partenaires peuvent avoir leur place dans ces infos? Oui, bien sûr. Alors, le public étudiant, c'est difficile de communiquer avec parce que c'est un public en turnover constant, que nous, on n'est pas directement de leur établissement, on fait partie de la communauté d'université et donc on n'a pas des canaux aussi efficace. Donc, nous, on est tributaire des établissements sur la communication. Donc, on y va avec nos petites affiches et tout ça. Mais c'est toujours une communication qui est difficile. Donc, oui, on arrive à avoir les BDE, mais les BDE, ils ont un turnover important aussi parce qu'il y a une année où il y a quelqu'un de très motivé et l'année suivante, non. Et donc, nous, on fait par affiche, par mail à l'établissement qui relaie, on espère, aux
aux étudiants. On relaie pas mal aux profs parce qu'en fait, en général, c'est souvent le prof le premier relais de l'étudiant. Et bien sûr, alors la MDA du 46, on discute avec, je crois que c'est Maud Grandperrin, donc notre chargée de projet spécifique, qui échange avec. Et il faut savoir quand même que sur le site de Welcome Desk, il y a toutes les offres du SIMS, du service de santé. C'est bien, c'est écrit, si on peut mettre le lien sur le chat, c'est écrit tout ce qu'il y a à disposition, les consultations de médecine générale, les consultations de sexologie. Donc après, moi j'ai eu plusieurs fois, enfin très souvent, des jeunes qui venaient en disant « Ah ben j'ai trouvé sur Internet que vous existiez, donc me voilà ». Donc quand les jeunes cherchent, ils finissent par trouver parce que quand même, ils sont très doués plus que moi pour les recherches sur Internet. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, on entend bien que, évidemment, tous les canaux sont bons et peuvent être mobilisés, que les partenariats extérieurs comme à l'intérieur de l'université sont tout à fait bons à prendre et en relais. Une autre question de Madame Galambou qui se posait la question sur l'outil vidéo tasse de thé. Quand vous l'avez projeté, que se passe-t-il ensuite dans les classes, dans les groupes? Quelles sont les réactions? Très souvent, elle est applaudie. Très souvent, c'est une vidéo qui est applaudie. Et que j'applaudis moi aussi parce que je trouve qu'elle est très bien faite. Maintenant, de plus en plus de jeunes la connaissent, donc des fois, dans un amphi, il y a une moitié qui connaît, donc je m'excuse pour ceux qui la connaissent, on la passe quand même, elle n'est pas forcément applaudie. J'enchaîne toujours sur le post que je vous ai montré d'Hélène Pouille parce que c'est un peu binaire, je dirais, la tasse de thé. Et on sait très bien que la zone grise du consentement, elle existe. La zone grise, c'est la soirée avec alcool, c'est la relation après en couple et où on se dit qu'on se doit d'avoir un rapport sexuel parce que si on ne fait pas l'amour quand on est en couple, on n'est pas vraiment en couple, hein, bien sûr, c'est ce que j'entends et c'est pas ce que je pense. Donc, j'enchaîne sur le post d'Hélène Pouille pour expliquer les 4 qualificatifs nécessaires et pour expliquer les 2 petites figures dessous. Et des fois, il y a des questions, des fois, il n'y en a pas. Et puis, je dis que dans une assemblée, quand j'interviens dans un établissement, si on a 100 personnes, on sait qu'il y en a quand même un certain nombre qui a déjà vécu malheureusement des choses pas cool, comme je dis. Donc, je laisse mon mail pour qu'ils puissent m'envoyer un mail et venir en consultation. Non pas pour qu'ils racontent ce qui s'est passé, parce que des fois, ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ont droit à une vie sexuelle épanouie. Ça, je rappelle la définition de l'OMS et je leur dis que je peux les accompagner, moi ou mon réseau, parce que souvent, moi, je vois les étudiants une fois et après, je m'appuie sur un réseau de sages-femmes, de kinés, de psychologues pour pouvoir travailler sur ce sujet. Tout à fait. Là aussi, la place et le relais avec l'ancrage et le contexte des ressources mobilisables. Et puis, une question pratique aussi sur le compte Instagram des étudiants Relais Santé, quel est-il? Ils n'en ont pas parce qu'on dépend des services des canaux de communication de notre tutelle. Donc, ils ont des cartes blanches sur l'Instagram de Unif Toulouse. Donc, quand vous vous inscrivez à Unif Toulouse, vous voyez souvent des… Et par contre, ils sont aussi sur le TikTok Unif Toulouse et ils sont les seuls à interagir dessus pour l'instant. Et ils ont un Facebook des étudiants Relais Santé qui est vraiment le leur. Après, c'est beaucoup moins utilisé maintenant par les étudiants, mais il existe. Okay. Très bien, merci beaucoup. Et puis, une dernière question sur le lien peut-être qui peut exister ou qui est à développer ou qui se construit avec le service commun de médecine préventive et de promotion de la santé côté Montpellier, puisque là, on était bien sûr sur un témoignage plutôt Université de Toulouse et ex-Midi-Pyrénées, mais est-ce que voilà, vous avez des échanges, des partages comme ça d'outils, de démarches, de projets qui ont pu fonctionner avec le côté endocrinien? Alors, l'année dernière, en congrès de sexologie, j'avais rencontré une collègue généraliste et sexologue comme moi qui devait peut-être intégrer le service de santé, mais si elle est connectée, j'ai perdu son mail, donc j'ai oublié aussi son prénom, mais elle hésitait, elle était plutôt au centre de santé sexuelle et elle hésitait à venir au service de santé de Montpellier. Mais si elle m'entend, je ne sais plus son prénom et je m'en excuse, mais moi, j'étais tout à fait prête à échanger des outils, à travailler ensemble, à diffuser mes podcasts. Moi, j'ai donné mon lien à l'association des directeurs de services de santé universitaires parce que je souhaitais que ça soit diffusé le plus largement possible. Hein. Je ne sais pas si ensuite ça a été fait, mais il est à Rennes ou je crois qu'il est à Rennes, à Clermont. Et voilà, donc je suis prête à échanger avec toutes les bonnes volontés pour prendre aussi probablement des outils à eux. Et je ne sais pas si la personne le médecin que j'avais rencontré l'année dernière en septembre, donc il y a pile un an au congrès de sexologie, elle a pris ses fonctions au service de santé de Montpellier. Je l'ai motivée en lui disant « ça serait super que tu ailles là-bas ».
Il y a plein de choses à faire et les consultations, les jeunes n'ont pas accès parce que le prix d'une consultation chez un médecin sexologue, c'est pas la même chose d'aller voir un psychologue sexologue, mais c'est pas remboursé non plus. Et un médecin sexologue, c'est compliqué. Donc, je trouvais très intéressant que Montpellier puisse avoir aussi un médecin généraliste et sexologue qui puisse recevoir les jeunes en consultation. On n'a rien de formalisé, non, ensemble. Alors si, pardon, on a juste travaillé, j'ai échangé beaucoup avec Olivia Benamou, qui est psychologue sexologue à Rennes et qui avait publié le petit guide d'entrée dans la vie sexuelle et qu'on a utilisé. Et par contre, elle a diminué son temps de travail, elle n'a qu'une journée par mois maintenant à la faculté, alors que moi, j'y suis tous les jours de la semaine de 8h30 à 16h30. Donc, je pense qu'on n'a pas les mêmes retours non plus par rapport à la population qu'on voit. C'est certain. Oui, puis vous évoquiez la question du service sanitaire des étudiants en santé aussi. Ça peut être l'occasion de croiser aussi certaines dynamiques, certains partenariats qui pourront peut-être se faire jour entre les deux côtés de la grande région Occitanie. Et puis, on n'hésitera pas, nous non plus, hein, puisque ça fait aussi partie de ce qu'on aime beaucoup faire, à vous solliciter de façon croisée, si l'occasion se présente également, pour toujours pareil, donner à voir les ressources et les possibilités qui peuvent se faire en partenariat. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Je poursuis le relais des questions avec des questions qui sont plutôt adressées maintenant à Madame Desplat sur la formation. Du coup, comment se passe-t-elle? Quelles sont les durées, le nombre de personnes qui sont présentes dans les groupes à chaque fois? Et comment est-elle médiatisée aussi, si je peux le dire comme ça? Comment est-ce que le relais s'en fait? Oui, alors c'est vrai que j'ai fait des captures d'écran de ce qu'on appelle le PRAF, le plan académique de formation. Et ce sont des formations qui durent 3 jours, niveau 1 3 jours, niveau 2 3 jours. Et donc ce sont des personnes volontaires qui vont effectivement s'inscrire à ce type de formation. Sachant que nous avons quand même un nombre limité de personnes, hein, parce que comme on vous a dit, ce sont des formations vraiment où on crée l'interaction avec le groupe. On est toujours 2 formateurs et le nombre, on est à peu près à 20 adultes formés par formation, 20 à 25. Et après, il y a un autre type de formation, mais j'en ai moins parlé. C'est ce qu'on appelle des formations d'initiative locale. C'est des établissements précis, un collège par exemple de l'Aveyron qui va souhaiter développer l'éducation à la sexualité et qui va pendant 2 jours, comment dire? Va arrêter, presque son enseignement pendant 2 jours pour qu'on ait ses personnels. Donc on va sur l'établissement et on va former AESH, CPE, professeurs, infirmiers, assistants sociaux, à la sexualité. Et là, l'établissement ressort avec souvent 15-20 personnels formés en ES. Et là, ils font des projets très substantiels parce que du coup, vu qu'ils sont 20 personnels formés sur un établissement, là, la question du fait qu'ils aient, je sais pas moi, 4 classes par niveau, c'est plus un problème. L'éducation à la sexualité ne repose plus sur les épaules de l'infirmier et bien évidemment sur ces établissements-là, on a des véritables les séances déjà le cadre, est respecté, les 3 séances sont respectées et on a des véritables projets en fait. D'accord. Et est-ce que c'est relativement fréquent ou j'imagine Alors, une présentation compliquée? c'est très compliqué parce que surtout qu'on est sur une politique maintenant de ne pas enfin, d'avoir toujours des professeurs en face des élèves et la question de la formation, elle devient un peu sensible et l'an dernier, il y a eu à peu près 4 à 5 formations d'initiative locale sur établissement. Voilà, chaque année, on en a entre 4 et 10. Voilà. Sachant qu'on n'est D'accord. que 8 formateurs, on a grandi le groupe, on est à 10 cette année. Mais effectivement, les formateurs académiques, on est très peu nombreux. Donc on ne peut pas D'accord. non plus faire Bien énormément sûr. de fils. D'accord. Mais le besoin est là, du coup, et la Le possibilité besoin est d'intervenir. là, oui, 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 oui. Mais clairement. sachant que quelquefois aussi, ils ne demandent pas de l'éducation à la sexualité, mais ils demandent par exemple une formation aux compétences psychosociales. Voilà. Tout à fait. Du coup, j'en viens assez logiquement à la question suivante, c'est à savoir quels sont les liens et les perspectives avec la démarche école promotrice de santé? Alors la démarche école promotrice de santé, c'est une dimension beaucoup plus globale en fait, hein. Et
Donc, c'est quelque chose qui est un peu réactualisé. Maintenant que le Covid est passé, je pense qu'il y a un peu plus de temps, il y a une autre dynamique qui est en train de s'instaurer. Et les élèves, enfin les établissements plutôt, qui ont un projet d'éducation à la sexualité, ils se posent, ils se posent les questions, des questions pertinentes vis-à-vis des besoins des élèves, et ils sont souvent dans cette démarche d'école promotrice en santé. Donc le lien, il est fait en fait. Maintenant, c'est quelles actions et quel cheminement de pensée vont mettre en place les établissements pour arriver à faire de l'école un lieu de bien-être. Et l'éducation à la sexualité y contribue, mais pas que. On va se poser la question des locaux, on va se poser la question de l'accueil de l'élève, on va se poser toutes ces questions-là. L'EPSA, c'est un peu plus grand que l'éducation à la sexualité. Je complétais la question du coup juste avant sur les chiffres, je vois cette question dans le chat, sur les chiffres restants sur le nombre de séances réelles réalisées en éducation sexuelle auprès des jeunes durant leur scolarité. Question qui a été posée par une certaine Camille. Alors là, on aura des chiffres réalistes sûrement dans le cours de l'année, parce que pour l'an dernier, en juin 2023, pour la première fois alors, de ma carrière, peut-être que ça s'était passé avant, les établissements du premier et second degré ont tous été interrogés par une enquête nationale concernant la réalisation de ces 3 séances. Mhm. Et la question, c'était la réalisation des 3 séances, mais aussi qui fait ces 3 séances. Alors là, le ministère est en train de compiler les chiffres, donc je ne les ai pas. Par contre, ce qui ressort, les premiers éléments, c'est que les infirmiers éducation nationale sont souvent les personnels qui font les plus de séances d'ES avec effectivement les partenaires extérieurs. Voilà. Tout à fait. Et puis, je crois une dernière précision, que j'ai oublié quelque chose, je m'excuse par avance, mais un peu dans la même veine que la question posée aux collègues du SIMS, sur les liens et les relais, les passerelles qui existent entre le rectorat de Toulouse que vous représentez et la partie rectorat Montpellier. Vous travaillez, j'imagine, de concert étroitement. Alors, concernant les formations EAS, non, parce qu'en fait, on a dans chaque académie, on a notre école académique de formation continue, comment dire? Notre pôle formation, qui est différent de Montpellier. Donc, c'est-à-dire que le programme que les formateurs, de l'académie de Toulouse ont conçu en éducation à la sexualité ne doit peut-être pas être le même que celui de Montpellier. Pour autant, les liens se font avec Montpellier concernant les partenaires institutionnels extérieurs, les associations, notamment avec l'ARS qui souvent finance et fait les contrats à CEPOM. Donc, on a plus de liens finalement avec l'extérieur qu'en interne sur nos formations. D'accord. Et je voyais une dernière question qui s'est affichée justement sur qui peut la suivre, cette formation. Alors, vous aviez évoqué les personnels candidats motivés, impliqués. Oui, alors effectivement, il faut qu'ils aillent. Alors, les personnels ont quand même l'habitude parce que ce qu'on appelle le PRAF, le plan académique de formation, c'est un peu le catalogue de toutes les formations. Donc, on a les formations éducation à la sexualité sont dans la rubrique second degré. Elles ne sont pas dans la rubrique personnel santé sociaux. Donc, vraiment, il y a cette approche-là. Quand je dis que tout le monde peut se former, c'est effectivement tous les professeurs volontaires. Là, pour l'an prochain, donc, je veux dire pour 2023-2024, nous avons 3 niveaux 1 à 25 places chacun et 2 niveaux 2 à 25 places chacun. Voilà, donc du coup, les gens vont sur second degré, ils tapent sexualité dans la barre d'outils et ils trouvent la formation et s'inscrivent. Pour les formations d'initiative locale, c'est-à-dire sur établissement, il faut que ce soit piloté par le chef d'établissement, donc c'est à lui de faire la demande, ou elle d'ailleurs, parce que ça peut être des femmes aussi, les chefs d'établissement, tant mieux. Donc effectivement, là, c'est plus en interne et puis il faut que quand il y a une équipe qui soit construite, que le ou la chef d'établissement puisse demander la file. Voilà. Par contre, sont exclus du plan académique de formation les AESH et les surveillants de la vie scolaire, les assistants d'éducation. Eux ne peuvent avoir les formations éducation à la sexualité que dans le cadre de fil pour une question d'enveloppe budgétaire, en fait. D'accord. En complément, une question
et maintenant de Laure, notre collègue, sur les réticences éventuelles de certains membres de la communauté éducative, alors qu'ils soient aussi bien enseignants que parents ou que autres intervenants de la vie scolaire, ou pourquoi pas responsables d'établissement. Hein, on imagine que tout peut aussi arriver. Comment se gèrent ces aspects-là? Alors, est-ce que la question, c'est quelqu'un qui n'est pas formé et par exemple un personnel qui va dire mais pourquoi vous faites de l'éducation à la sexualité dans mon établissement, la légitimité du personnel formé à faire de l'ES? Oui. Oui, ça arrive. Ce qui est souvent dit, c'est que l'éducation à la sexualité est de l'ordre de l'intime et qu'il n'a pas à voir, que ça n'a pas à être dans les enseignements. Or, il y a des règles. Il y a des règles sociales qui, dans notre société, par exemple, le consentement sexuel, c'est quelque chose qu'on doit tous se saisir pour éviter les violences sexuelles. Et ça fait foi au sein de la société. Et à un moment donné, il faut pouvoir l'enseigner, il faut pouvoir en discuter avec le jeune pour qu'il puisse y adhérer. Moi, ce que je dis souvent par rapport aux gens qui disent c'est du domaine de l'intime, oui, ben, les violences sexuelles intrafamiliales, l'inceste, c'est aussi du domaine de l'intime et pourtant ça peut avoir lieu. Et si on ne parle jamais sexualité, le jeune qui en est victime, à qui il se confie? Qui sont les personnes ressources qu'il va avoir en face de lui, si en face de lui, il y a des gens muets sur tout ce qui a trait à la sexualité? Voilà, derrière, vous l'avez mis dans votre la page un peu rose, protégée. Protéger, ça fait aussi partie de l'éducation nationale et l'éducation à la sexualité. Quand on fait de l'éducation à la sexualité, on protège les jeunes. Et je pense que c'est un élément essentiel. On l'éduque, mais on le protège aussi. Oui, c'est ça. Puis vous avez insisté tout du long, et puis d'ailleurs tous et toutes, sur la dimension multiple que revêt cette thématique de l'éducation à la sexualité. Il peut aussi être question de prévention des violences, justement de consentement, d'évocation des émotions, d'expression des émotions, de soutien des compétences psychosociales, auquel cas chacun aussi peut y trouver la limite de ce qu'il peut, ce dans quoi il peut aller. Mais voilà, vous incarnez aussi dans cette démarche-là avec les enseignants le respect de chacun, tout en étant dans un cadre réglementaire qui propose, qui permet en toute tranquillité d'intervenir sur ce sujet-là comme faisant partie du vivre ensemble Oui. et des compétences acquises par l'ensemble des élèves. Parfait. D'autres questions peut-être qui arrivent? Alors, je pense que du coup, sur la question des stratégies mises en place pour gérer ces oppositions, on vient de le voir et de le traiter un petit peu juste avant. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Beaucoup de remerciements, monsieur, mesdames, sur cette présentation. Nous allons pouvoir clôturer cette matinale. Je vous remercie à mon tour et je porte la voix de mes collègues et camarades qui ont participé et contribué largement à la réussite de cette matinée en vous renouvelant tous les remerciements pour l'expertise, pour le temps employé aussi, pour la bienveillance des échanges et des propos, et puis pour les ressources que vous allez continuer à constituer et au relais d'informations qu'on va pouvoir faire aussi, à la fois sur le site, mais comme on a pu le voir aussi en partenariat un peu plus incarné sur ces sujets-là qui ont longue vie, bien sûr, et qu'on continuera d'investir aussi avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.